Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 394 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Denver contre OKC, les Nuggets et le Thunder à 2-2. Série fantastique pour l'instant, bilan tactique de cette série. Que se passe-t-il donc ? Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Denver Nuggets 2, Oklahoma City Thunder 2. On est parti pour ce bilan tactique, mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il dans cette série dantesque entre Denver et OKC ? Le gros choc du côté de la conférence Ouest, en tout cas le gros choc sans blessure malheureusement pour Stephen Curry et pour les Warriors. Mais alors 2-2, bon. Déjà, avant toute chose, waouh, quelle série assez spectaculaire d'un point de vue spectacle, mais aussi tactiquement, il se passe des trucs assez intéressants. Et là où je trouve que c'est intéressant de revenir dessus, c'est que, précisément, tactiquement, il y a à la fois des trucs qu'on avait un peu prédits, qu'on pouvait un peu voir venir, en tout cas, plutôt, mais à la fois il y a aussi des trucs qu'on n'avait pas prévus. Et des trucs un peu surprises, en tout cas, moi je m'y attendais pas à ce que certains éléments tactiques se révèlent à ce point important. Donc, allons-y. Avant de passer dans les détails, peut-être la physionomie de la série, rappelons-la, match 1. C'est victoire Denver, évidemment, upset à OKC. Match 2, égalisation dans un blowout de la part de OKC qui a pris les devants pour jamais être rattrapé, donc 1-1. Puis match 3, c'est le match à Denver avec prolongation. Prolongation remportée par Denver qui remporte tous les matchs clutch, ou presque, puisque donc match 4, c'est un match clutch également, mais cette fois remporté par OKC. Et d'un point de vue du match, on a bien vu un match défensif, même un des matchs les plus défensifs qu'on ait vu de mémoire récente, même plus que récente. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois que Denver était à quoi, moins de 20 points, non, moins de 15 points sur le premier quart-temps. Et il y a des records à l'appel qui sont tombés en termes d'efficacité ou d'inefficacité, de nombre de points, première fois depuis 1998 ou des trucs comme ça. Donc ouais, c'est bon. On peut commencer aussi par le dire. On a deux têtes d'affiche dans ce match, les deux candidats au MVP. C'est ça qui fait plaisir aux médias qui aiment bien un peu les narratifs, raconter des histoires plutôt que parler tactique, etc. Mais on a cet aspect aussi de, certes, il y a deux superstars, mais gardons aussi en tête que c'est pas juste deux, entre guillemets, stars défaillantes. Il y a un aspect où leur série n'est pas parfaite, autant Jokic que SGA. Faut aussi garder en tête que, en fait, il y a un adversaire en face. Donc c'est pas pour rien si SGA et si Jokic galèrent un peu, c'est que c'est qu'en face on a quand même des trucs assez costauds pour le coup. Donc bon, pour Jokic, c'est peu surprenant puisque on a une équipe d'OKC qui a une défense historique, on l'a vu toute la saison, etc. Peut-être que pour SGA, les gens sont plus surpris, peut-être un peu plus sévères en un sens sur certains matchs, certains passages, mais en l'occurrence, on a aussi à faire un plan de jeu de Denver qui marche très bien en fait. C'est un peu un plan de jeu pas parfait, qui mise un peu sur certains éléments, le 3 points d'OKC, et pour l'instant ça marche, ça marche très très bien. Donc oui, non, juste pour dire également, ce qui m'a un peu marqué dans cette série, c'est comment est-ce qu'elle progresse petit à petit. Et en fait, dès le match 1 et match 2, on a une opposition stylistique qui est assez formidable. On avait un peu décrit l'aspect de bully ball de Denver qui se mariait très bien, ou en tout cas qui était très différent de la défense de KC qui, en fait, était capable qui est génial sur l'aspect de, comment on dit, l'horizontalité du jeu. Donc, des rotations partout, à tout endroit, très rapide, la coordination, enfin bref. Ça bouge partout, ça fait le fil glace partout sur le plan horizontal du jeu. Sauf que, OKC, c'est la défense qu'on ne peut pas contourner. Ce sont les défenseurs qu'on ne peut pas contourner. Et en face, t'as Denver qui était en mode, moi je m'en fiche de te contourner. Je peux aussi juste avoir l'option de te rentrer dedans, quoi. Donc, un peu cet aspect, je crois que j'ai déjà fait l'analogie, mais sur un jeu d'échecs ou n'importe, de OKC place ses pions, pour éviter que tu avances sur la case, sauf que, et pour te forcer à contourner, sauf que Denver, non, Denver il te fonce dedans, il renverse le pion et il va sur la case mine de rien, quoi. Donc ça c'est un peu d'un point de vue théorique, on avait un peu parlé de ça, et en effet on a eu ça totalement. On a eu ça, et même d'une manière assez franche et assez étonnante de voir à quel point ça s'est révélé de cette manière, avec un match 1 où Denver et le bully ball ont totalement dominé, et match 2, c'est plutôt OKC qui a totalement imposé sa patte avec cette horizontalité du jeu et de la défense. Donc ouais, assez étonnant. Plus donc ensuite les matchs à Denver qui se sont joués à très peu de choses près, là où
Là où c'est vrai que bah voilà, le match 3 OKC il a plié assez vite. Je sais que c'est aussi une constante cette saison, il y a des stats qui sortent, oui mais OKC ils vont perdre, c'est pas des vrais candidats au titre parce que ils ont pas eu assez d'adversité en saison régulière, ils ont été trop bons, donc ils ont pas assez disputé de clutch, donc ils ont pas accumulé cette expérience. Bon, je sais pas. Moi j'avoue que je suis pas trop de ce point de vue-là par rapport au clutch. Déjà, c'est assez en fait c'est pas aussi significatif qu'on le pense, mais de l'autre côté, on a aussi un aspect où voilà, on est à 2-2. En un sens, je pense que bon, OKC aurait pu aussi être à 3-1 en fait, ou même plus. Bon, je sais que j'ai dit pareil un peu pour pour les Clippers au tour d'avant. Non, mais il y a un aspect où le match 1, il est géré de main de maître, la fin de match, quoique géré de main de maître, plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est même pas que Denver qui est génial. Il y a aussi, je crois, que des lancers francs loupés par Chet, Money Time, et puis ensuite un tir en transition, en contre-attaque là de Gordon à 3 points, Money Time. Bon bref, au final, OKC a même pas été parfait match 1, et pourtant il passe quand même pas loin de le gagner. Et match 3, bon, ils perdent en prolongation parce que Denver est aussi costaud en prolongation, etc., etc. Mais ça ne se joue pas non plus à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pareil, sur un match défensif comme le 4, par exemple, bon, c'est un coup, personne marque du match. D'un coup, deuxième mi-temps, il y a Denver qui met quelques 3 points et hop, il s'envole. Et puis d'un coup, de l'autre côté, c'est OKC qui met 3 points. Et puis d'un coup, c'est eux qui refont le retard et qui repassent devant. Et puis voilà quoi. Donc bref, série extrêmement disputée pour l'instant, qui aurait pu avoir un score très différent. Mais on est pour l'instant à 2-2. Il nous reste 3 matchs désormais. C'est au meilleur des 3 matchs. Donc on verra le détail un peu de tout ça. Bah tiens, commençons par l'attaque d'OKC, si vous voulez bien. L'attaque d'OKC, c'est un peu comme dit, peut-être le truc qui surprend, parce que Denver était pas connu pour sa défense de haut niveau, en tout cas pas pour cette saison, mais on avait dit, le premier tour a été très rassurant en termes de rotation, en termes de resserrer les vis sur la défense off-ball, en deuxième rideau, etc., etc. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a bien retrouvé le Denver d'avant. Le Denver d'avant la SR 2025. Un bon Denver en défense et même plus que ça. J'avais aussi fait un long passage dans la preview sur la bataille des stunts, puisque contrairement à la série contre les Clippers, où la physionomie de la série tournerait autour du pick and roll, et donc comment défendre le pick and roll, faire un edge, compenser derrière, etc. Donc certains mécanismes. Là, face à OKC, bon, le Thunder, ils peuvent faire du pick and roll, mais c'est pas leur truc. C'est pas totalement à ce point leur truc, type Harden et les Clippers qui font que ça. Donc, il fallait, la série aurait des points de tension et des enjeux différents qui tourneraient autour des stunts. Et on peut le dire, hein, pour l'instant, on a une défense de Denver qui déploie ses stunts de manière assez bluffante, et même, je trouve, d'un niveau que j'ai jamais vu, moi, sans KCP. Clairement, KCP était un peu un des éléments forts de cette défense. Donc les stunts, c'est sur des drives et sur quand le ballon est plein centre, ça se resserre autour. Voilà, très simplement. Donc par exemple à l'époque KCP qui était sur l'aile gauche, bon quand LeBron drivait plein centre, KCP dézonné depuis l'aile, hop, je m'interpose, je saute sur la ligne de drive, je force LeBron à arrêter son dribble ou à forcer la passe vers l'extérieur. Et puis ensuite, éventuellement, je reviens sur mon shooter. Mais voilà, c'était un peu... les stunts, c'est un peu ça. Laisser venir boucher l'espace, en tête de raquette, en premier rideau notamment. On avait bien développé là-dessus en preview. Et je pense qu'on a eu raison. Parce qu'en effet, ça se joue là-dessus. Ça se joue totalement là-dessus. Et dès le match 1. Le match 1, pour moi, est une masterclass de Denver qui déploie cette défense. Donc, comme dit, hein, même sans KCP, mais parce que c'est un effort collectif. Et même des mecs qui sont en général un peu moins forts que KCP a pu l'être pendant des années à Denver. Donc, même des Jamal Murray, même des Westbrook, même si Westbrook a pas été parfait sur les stunts, mais tout de même, Michael Porter Jr., etc., etc. Finalement, le terrain a été parfaitement quadrillé sur le match 1. Et on a vu totalement OKC qui, je crois que j'y ai mis une trentaine de points sur le match. On en avait parlé sur la quotidienne de Twitch, mais on l'avait décrypté un peu. Il y a un aspect où il met pas mal de points, mais des points en transition ou en semi-transition. C'est-à-dire, j'accélère avant que la défense ait le temps de se mettre en place. Pas une contre-attaque totale, pas un 2 contre 0 ou ce genre de truc, mais une semi-transition où j'accélère le rythme et en gros, justement, j'attaque avant que le terrain ne puisse être quadrillé. Ça, c'était le match 1, donc SGA met une trentaine de points, mais finalement, on n'a pas vu du tout la SGA offense, en fait. Même pas, quasiment pas, parce que le terrain était parfaitement resserré. On rappelle aussi que pourquoi est-ce que c'est important de faire ça pour Denver? Parce que eux, en deuxième rideau, ils ont pas un mec qui est capable d'effacer les tirs au panier.
Ils ont pas un Jaren Jackson, Draymond Green, Evan Mobley, Rudy Gobert, etc., etc. Ils ont Jokic. Donc, en fait, le problème, c'est que si la balle arrive en deuxième rideau, si le drive va jusqu'au panier, tu peux pas compter sur Jokic pour défendre ça. C'est juste pas possible. Donc, d'où l'importance, et l'importance primordiale de stopper la balle en premier rideau, dans le premier rideau, et très tôt, stopper le drive très tôt, plutôt que le laisser progresser vers le panier, où ensuite on se dit non, mais au panier, on fera une action au panier sur un contre, ou voilà. Non, il faut stopper le plus tôt possible. C'est ce qui a été fait. Donc les stunts ont été déployés parfaitement sur ce match 1, et malheureusement, OKC n'a pas su punir. OKC était aussi arrivé avec un plan de jeu qui, à mon avis, aurait pu être un peu mieux, et d'ailleurs il a été, match 2. On a vu de meilleurs systèmes pour un peu contourner cet aspect d'obstacle, les obstacles qui viennent de l'aile gauche, de l'aile droite, en tête de raquette, pour boucher l'espace, pour empêcher SGA de driver. On l'a vu match 2, donc notamment des pick and roll qui partent vers le côté, un côté où on n'a aucun attaquant, aucun défenseur, donc personne peut s'interposer tôt dans le drive. On a eu, dès le match 1, il y a eu 2-3 systèmes, mais c'était pas parfait. Et en fait, au-delà de l'aspect tactique, micro, etc., il y a aussi un aspect philosophique et stratégique avec Denver, de dire, en fait, on veut déplacer le problème. On veut déplacer totalement le problème. On veut faire en sorte que le décisionnaire, ce ne soit pas SGA. On ne veut pas le laisser aller au panier parce que sinon Jokic il est un peu mort, quoi, et donc nous aussi. Donc en fait l'idée c'est que en se resserrant autour de SGA, on le force à lâcher la balle et que la balle aille ailleurs, et donc on force à ce que celui qui fasse l'action, ce ne soit pas SGA, mais des role-players, quoi. Des role-players, et donc plutôt miser sur le fait que c'est aussi pour ça que ça marche très bien et qu'on ose faire ça, c'est que on mise sur le spacing, ou plutôt sur précisément le manque de spacing ou le spacing imparfait, et on préfère miser sur le fait que OKC ne mettra pas assez de catch and shoot pour punir ce dézonage plutôt que sur laisser faire SGA. Voilà, la défense, vous le savez, en défense, on peut pas tout stopper, c'est un jeu de qu'est-ce que je préfère concéder, et donc en l'occurrence, oui, on va parfois concéder des espaces sur l'aile, on va concéder en dézonant, on laisse des shooters ouverts, on laisse des catch and shoot parfois, 3 points ouverts, voilà, on laisse un décalage, mais ce décalage, il va être à l'extérieur, et on le fait, on concède ce genre de truc pour mieux stopper quelque chose qu'on trouve plus dangereux et donc plus rentable pour l'attaque adverse, qui est le drive de SGA, qui est le meilleur driver de NBA, patati patata. Vous connaissez un peu le refrain, je vais pas le refaire, mais ce qu'on a vu clairement sur ce match 1, c'est aussi que, et c'est la différence avec le match 2, match 1, non, les mecs n'ont pas mis les tirs. Que ce soit les Chet Holmgren, que ce soit les Isaiah Joe, que ce soit, tout le casting entier n'a pas été capable de mettre les tirs pour punir le dézonage. Parce que quand tu as Michael Porter qui vient boucher l'espace en tête de raquette, la bonne action, c'est de faire la passe au mec qu'il vient d'abandonner. Donc, parfois Chet, parfois donc Aaron Wiggins ou des mecs comme ça. Et ces mecs-là, ils n'ont pas mis les tirs. Ils ont été ouverts, ils n'ont pas mis les tirs. Donc, c'est un problème. Et disais-je, c'était la différence avec le match 2. C'est que le point de bascule de la série, c'est à mon avis cette capacité ou pas de OKC de mettre ces tirs-là, comme contre Dallas en 2024, etc. Enfin, comme souvent avec OKC. Sauf que là, au match 2, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 points sont rentrés. En fait, assez simplement. Il y a aussi un effet, comme dit, je pense que quelques systèmes ont été un peu mieux déroulés et l'attaque a un peu mieux attaqué pour éviter que Denver ne puisse déployer des stunts en premier rideau. Mais il y a aussi un aspect de, ils ont été à 42% à 3 points. Donc ça a permis je sais pas si vous vous souvenez du match 2. Ça décolle très vite. Il y a une avance qui est faite et ils seront plus jamais rattrapés. Mais voilà, je pense qu'une des différences, c'était aussi ça. Une des différences, c'était aussi entre le match 1 et le match 2. Juste match 2, ils ont mis leur tir. Et donc, ils ont pu écraser Denver assez tôt et ne jamais être rattrapés. Le problème, c'est quoi? C'est que match 3 et match 4, l'adresse est redescendue à 26% à 3 points, 26,5, et de nouveau 26. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, Denver a raison. Et Denver, le fait de parier sur stoppons SGA et tant pis, on concède des 3 points, même des 3 points ouverts ou semi-ouverts pour les role-players, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ça marche plutôt pas mal. Et je pense que ce sera le plan de jeu encore et toujours à l'infini, jusqu'à ce que OKC montre qu'ils sont capables de battre ça, ou que OKC fasse un peu évoluer son effectif, rajoute des shooters, etc., etc. Mais non, pour l'instant, non. Pour l'instant, Denver a raison. Il y a 3 matchs sur 4 où ils ont réussi à tenir, où OKC n'a pas été capable de s'enflammer à 3 points, de punir à 3 points ce genre de schéma. Donc voilà, pour l'instant, au bout de 4 matchs, le stratagème fonctionne parfaitement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'en un sens, c'est dommage pour Denver. Ils ont eu de la chance
match 1, chance, pardon. Enfin, si, un peu de réussite tout de même, sur comment les événements se déroulent, le fait que OKC manque des lancers francs, etc. Donc, ils ont pu gagner le match 1 et voler le match 1. Mais c'est un peu dommage, ce match 4, parce que, encore une fois, OKC shoot à 25-26% à 3 points sur ce match-là. Donc, pardon, je rappelle jamais, hein, mais la moyenne était à 35, 36, 40, c'est l'élite. Et quand on est à 25, bon, c'est nul, quoi. C'est très très nul, évidemment. Donc c'est un peu dommage. Dommage d'avoir laissé filer un match comme ça où tu te dis, bah mince, on a réussi notre pari de limiter, de surcharger le terrain autour de SGA et en l'occurrence de faire que la balle aille à l'extérieur. Et on perd un match où OKC n'a pourtant pas été capable de punir de cette manière. Ça, c'est peut-être dommage. Ça, c'est peut-être, tu peux t'en mordre les doigts. Alors aussi pourquoi? On le développera tout à l'heure, mais le match 4, le problème c'est que l'attaque de Denver a aussi calé. Donc voilà. Mais si on avait eu une perf un peu normale de l'attaque de Denver, je pense que ce match 4 aurait été plié et largement remporté par Denver parce que pour l'instant, ils font le boulot là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais match 4, d'ailleurs, on n'est pas du tout là-dessus. Alors, dans l'idée, un peu, mais on n'est pas totalement sur les mêmes schémas, c'est-à-dire, très simplement, on n'est pas du tout sur des schémas de home-home. Match 3, on a commencé à le faire pas mal, mais pas totalement à fond. Mais match 4, surtout, on est passé quasiment, vraiment quasiment, à part des possessions où il y a eu de la transition, de la semi-transition, et où on n'a pas pu s'organiser. Mais globalement, le match 4, il est 100% quasiment de possession de demi-terrain en zone. Alors encore une fois, la stat que je vous dis, 100%, c'est pas exact, mais dans l'idée, on était quasiment tout le temps en zone. Donc, c'est pas les mêmes schémas en soi, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, la zone, elle sert à quoi? La zone, elle sert à faire en sorte que l'espace intérieur soit bouché. Voilà, c'est l'idée. Bah, plutôt que de dire faisons du homme à homme et on dit que le mec qui est sur le shooter de l'aile, il va dézoner, il va venir à l'intérieur en tête de raquette. Mais sauf que là, le problème de ça, c'est qu'il y a des contre-moves. Il y a des contre-moves. Il y a par exemple un écran qui peut être posé sur le mec qui dézone. Il y a notamment aussi, hein, on l'avait explicité en live. Il y a aussi un truc que fait OKC, attaquer sur le côté. Donc ligne de touche, là où personne ne peut s'interposer en début de drive et donc SGA pouvait aller au panier. Il y avait aussi très simplement OKC commençait à développer fin de match 1 et même match 2 ce qu'on appelle des 1-4 flat. Alors 1-4 flat, pardon pour mon accent shakespearien, mais c'est littéralement 1-4 à plat. Alors 1-4 à plat, c'est quoi? Bah c'est 1 tout en haut, SGA qui a la balle, et 4 joueurs d'OKC, non pas répartis équitablement autour de la ligne à 3 points, mais 4 à plat sur la ligne de fond. Voilà. Donc vous voyez un peu l'idée. Quel est le but de ça? C'est que forcément, quand les 4 attaquants d'OKC se mettent ligne de fond, ça veut dire que les 4 défenseurs de Denver aussi, et donc les 2 ailes sont vides. Donc, qui dit les 2 ailes sont vides, dit forcément que y a personne pour faire des stunts. Hein, s'il y a personne sur l'aile, il y a personne pour faire un stunt. Donc, voilà, ça c'est une technique anti-stunt assez classique. Hein. Dallas faisait un peu pareil l'an passé. Dallas en attaque, je veux dire, contre à peu près tout le monde, contre Boston, contre Minnesota, etc. Pour donner des lignes de drive à Doncic. Tu libères des zones, tu libères les ailes, comme ça il y a pas de stunt qui vient depuis l'aile, il y a pas de défenseur en premier rideau qui peut se gêner le ballon et le drive. Donc voilà, c'est pour dire aussi pourquoi est-ce qu'on a basculé en zone, c'est parce que OKC commençait un peu à trouver des trucs et astuces, et que si t'es en homme à homme, voilà, juste tu déplaces ces hommes à tel ou tel endroit et la zone est, enfin l'endroit du terrain est vide. Hein, je parle du 1-4 flat, donc le 1-4 à plat, mais il y en a d'autres, hein, comme dire les fois où on attaque sur le côté, les fois où juste on met 3 joueurs dans le corner et on se dit ouais mais c'est pas un bon spacing. Oui, mais qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de libérer totalement l'autre quart de terrain, hein, de l'autre côté. Il y a 3 mecs dans un corner, il n'y a pas de spacing de ce côté-là, mais ce qui fait que l'autre partie du terrain est totalement vide, donc on peut attaquer plus facilement de ce côté-là, avec plus d'espace, post-up ou même drive qui part de ce côté-là, etc., etc. Donc, au final, la solution c'est, si OKC essaie un peu de déplacer les pions sur l'échiquier, faisons une zone. Et comme ça, si on se met en zone et que OKC veut se mettre en 1-4 flat, allez-y, hein, mettez-vous à 4 lignes de fond. Mais nous, on reste avec, on reste même avec des mecs en haut, quoi. On reste avec au moins minimum 2 défenseurs, une ligne du haut en zone, tout en haut pour gêner, pour pas être justement isolé en 1 contre 1 en début de drive. Donc voilà. D'ailleurs, pour dire la zone c'est une 2-1-2. Je pense qu'on peut la décrire un peu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que match 3, et depuis le début des playoffs, en fait, quand Denver fait un peu une zone comme ça, alors contre les Clippers c'était 2-3 si vous voulez, mais une zone en 2-3 où on essaie de planquer Jokic sur un côté.
donc pas plein centre, mais sur un côté. Le truc, c'est que il existe des contre-moves à ça. Kawhi a été placé dans un corner et donc ça permettait de créer un mismatch sur ce corner-là, par exemple. Donc côté Jokic, ça plaît pas. Mais bon, voilà, ça c'était la série d'avant. Là, ce qu'on a vu match 3, c'est que quand la zone a commencé à être jouée petit à petit, de plus en plus, assez rapidement finalement, Mark Daigneault et OKC ont commencé à trouver des systèmes pour attaquer Jokic dans cette zone-là. Vu que t'es sur un côté, on fait des cuts d'un côté, on fait un cut qui aspire la défense ici, puis un mouvement là. Bref, et après 4 ou 5 mouvements, tu te retrouves avec Jokic quasiment isolé, avec SGA dans les parages, quoi. Tu demandes à tout le monde tiens, tu coupes ici, au final tout le monde s'écarte et ça devient un simili isolation avec en fait SGA qui va attaquer vers ce corner-là où il n'y a que Jokic de facto, parce qu'il y a aussi des shooters qu'il faut couvrir à 2-3 mètres. Donc voilà. Bref, donc on arrivait à faire en sorte que Jokic soit ciblé. Donc au final, Denver s'est ajusté en disant non, on va mettre Jokic au centre de la zone. Donc 2-1-2. Pourquoi 2-1-2 ou 2-3 si vous voulez. Mais grosso modo, Jokic dans la ligne du bas, la ligne de 3 en bas, en plein milieu, et parfois pas toujours collé dans cette ligne en fait. Parfois il montait un peu. On avait parlé aussi de la zone comme ça de Houston contre les Rockets avec un Adams qui était capable de monter très haut dans le périmètre pour au cas où il y avait des pick and roll, plutôt que de laisser en sous-nombre la ligne du 2 en haut. Parfois on n'hésitait pas à faire monter un peu Adams. Là c'est un peu pareil. Il y a un peu ce genre de choses. Et bref, l'idée c'est de dire bon, match 1 et début de série on était en homme à homme, mais on faisait des stunts. Match 3 et 4, c'est pas les mêmes schémas, on est plutôt en zone que en homme à homme, mais l'idée c'est exactement la même. L'idée c'est totalement de boucher l'espace intérieur, d'empêcher les drives. Et que si tu veux y aller, tu peux, mais pas totalement. Et puis, encore, je dis ça, mais ça c'est vraiment le match 4 où ça a été fait à plein temps. Match 3, pas tellement. Match 3, on a eu aussi, ça a été fait. On a eu beaucoup de séquences de homme à homme aussi, mais on va y revenir par rapport au pick and roll entre petits. Donc voilà, que dire Oui, non, l'intérêt aussi de la zone et de mettre Jokic en plein milieu, c'est au-delà du fait de stopper OKC et de les empêcher de casser la défense plein centre via des drives, ce que d'ailleurs, je crois que je l'ai pas reprécisé, mais c'est un peu leur philosophie de base, de faire des drives. Donc d'où l'intérêt de faire ça. À la fois, tu stoppes leur force principale, le drive, mais en plus, tu mises sur leur faiblesse qui sont les role players, de catch and shoot, le 3 points, etc. Mais en plus, c'est vrai que ça permet d'avoir Jokic qui est proche du panier pour les rebonds également. Donc ça peut être important également, sachant que quand on connaît un peu l'importance du rebond dans cette série, du rebond de ce côté-là notamment, par rapport à OKC qui essaye pas mal d'insister là-dessus, alors que c'est pas leur force en saison régulière, c'est pas l'identité de l'équipe, mais ils s'en sortent pas mal sur la série, sur aller jouer un peu ce rebond offensif. Donc voilà. Et puis non, par rapport aussi à la transition, pour partir en contre-attaque, t'as besoin d'avoir le rebond, et si c'est Jokic qui a le rebond, c'est quand même mieux que ce soit lui qui l'ait et qu'il puisse de suite un peu se projeter et lancer une passe vers l'avant, etc. Donc voilà, mais après le problème de cette zone et de Jokic au milieu, c'est aussi que il faut vraiment que le premier rideau il tienne, et quand il tient pas, bon, c'est un peu fichu. C'est-à-dire que c'est également pour ça que de base, dans cette zone-là, on voulait le mettre sur un côté, parce que comme ça permettait d'avoir un mec sous le panier qui était plus compétent, de type Aaron Gordon. Mais c'est vrai que, comme on a dit, sur un côté, il se faisait cibler, donc cachons-le plein centre. Bon, plein centre, quand les rares fois où la balle arrivait à percer le premier rideau et à arriver proche du panier, bon, en fait, Jokic n'a pas été bon, mais comme on pouvait s'y attendre. Hein. Mais je crois que, alors attendez, je vais quand même revérifier les stats, mais je crois que j'ai vu tout à l'heure finalement, la fréquence de tir au panier d'OKC était faible, voilà, sur le match 4, très peu de tir au panier, mais 80% d'efficacité. Voilà, c'est quand même pas mal. Plus pas mal de lancers francs également qui ont été récoltés là-dedans. Vous avez peut-être en tête des fautes de SGA qu'il a réussi à provoquer sur Jokic, qui étaient peut-être pas toutes des agressions violentes, peut-être on peut le formuler comme ça. Mais voilà, il y a un aspect où c'est un peu qui tout double, quoi. Enfin, c'est un peu le compromis de Jokic dans la zone proche du panier, il faut que ça tienne devant, parce que derrière, si derrière ça peut pas tenir, quoi. Donc bref. Mais après, autre avantage de la zone, j'ai trouvé, c'est que ça permet de créer un peu plus de turnover, de perte de balles que d'habitude. Denver est une équipe qui ne crée pas tant que ça de perte de balles chez l'adversaire, même pas du tout, hein, ils sont assez mauvais là-dedans, c'est pas leur schéma, ils sont pas basés là-dessus. Mais c'est vrai que sur ce match 4, OKC qui d'habitude est élite
en termes de protéger le ballon. Je crois qu'ils sont premiers de NBA. Ils font quasiment jamais de perte de balle. Bah là, ils ont fait un match assez moyen en termes de perte de balle, et c'était des lectures qui étaient pas les mêmes vis-à-vis de notamment les role-players. Je crois que c'est Cason Wallace, j'ai en tête une passe qui est très mauvaise, mais parce que la lecture est pas bonne, mais parce que la lecture est pas la même que face à une défense de Mahomes dans le feu de l'action. Il y a un drive de Jalen Williams aussi qui est stoppé avec perte de balle aussi sur sa main gauche, etc., etc. Donc bref, la zone permet aussi de diversifier un peu ça et de créer plus de pertes de balles, j'ai trouvé. Donc après on verra, peut-être que juste OKC va réussir à s'ajuster pour le match d'après. Mais voilà, voilà un peu pour ça. Et oui, le problème aussi de cette zone, je ne sais pas si elle va se poursuivre à ce point à plein temps sur les matchs 5, 6 et peut-être 7, c'est que, disais-je, 25% d'efficacité à 3 points pour OKC sur ce match-là. 25%, c'est abyssal, hein, c'est pas bien. Mais, eh bien, il suffit de quelques tirs pour perdre le match. Et c'est un peu ce qu'on a eu. Alors, pas que face à la zone, mais tout de même, pas mal. On a eu 3 tirs de Aaron Wiggins, qui a mis 3 tirs et en plus un rebond offensif clutch, assez important en tout cas, qui a un peu sauvé le match, hein, Wiggins, pour le coup, quand OKC était un peu dans la panade. 3 tirs de Wiggins, 3 tirs de Cason Wallace, qui était à 0,3 points sur la série avant ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le risque avec la zone, c'est que on est pourtant dans un match défensif, dans un match où globalement OKC n'est pas en réussite à 3 points, mais voilà, hein, une poignée de tirs à 3 points qui rentrent et t'es un peu mort, quoi. Et le truc, c'est que au-delà de cet aspect-là, tu peux être puni juste parce que il y a un tir en catch and shoot qui pour l'instant rentre pas, mais d'un coup se met à rentrer, hein. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un aspect très humain de coaching où même si dans la théorie tu peux dire non mais c'est la bonne manière de faire, continuons comme ça même si on se prend des tirs, etc. Il y a aussi un aspect humain de coaching où en fait au bout d'un moment quand tu commences à prendre une pluie de 3 points, et une pluie même pas 15 hein, mais 3, 4, 5 3 points d'affilée sur une zone, et une zone va laisser des 3 points ouverts, donc ça peut arriver. Il y a aussi cet élément humain parfois de coaching de allez on change, on peut pas rester comme ça, forcément de s'adapter, même si la théorie te dit non mais sur de gros échantillons c'est la bonne chose à faire, etc. Voilà. Et là pour moi ce match 4 il est aussi perdu pour ça. Alors parce que toi de l'autre côté tu mettais pas assez de points, donc c'est si encore une fois peut-être qu'avec un match d'une bonne perf offensive de Denver on verrait pas ça de cette manière, mais là on a cet aspect où d'accord OKC shoot mal, OKC n'a pas su punir cette zone, pas du tout, et pourtant en une poignée de tirs à 3 points deuxième mi-temps, à peine 3, 4, 5, 6, je sais plus, 2, 3 chacun, ça a été assez pour passer devant, quoi. Donc toujours un peu cet aspect de la zone elle parie sur le fait que c'est rentable à haut volume, sur un gros échantillon, que des role-players, etc. Mais ça reste un exercice où tu concèdes des tirs de qualité relativement régulièrement. Donc c'est un peu, en fait, ça tire un peu dans les deux sens. Tu peux te dire, et c'est un peu ça la stratégie, cette stratégie de, le shoot c'est un peu une boîte noire. On sait pas exactement ce qui se passe, hein, il y a un aspect mental et un peu inconscient. Quand on shoot, on ne pense pas aux gestes précisément qu'on est en train de faire, etc. Mais bref, il y a un aspect mental et c'est un peu pareil pour le hack shack de en fait, on espère une spirale négative. On espère que le role-player X, il commence à prendre un tir, il le met pas, il en prend un deuxième, il le met pas. Hop, d'un coup, il doute, il en met plus aucun, etc., etc. Alors que sa moyenne de saison, on dirait, non, mais il était censé en mettre 38%. Donc, tous les 10 tirs, tu vas en mettre 4, à peu près. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. Il y a aussi un aspect on espère une spirale négative. On espère, et notamment avec des role-players, ça peut arriver. Après, il peut aussi se passer l'inverse. L'inverse au final, tu donnes des tirs ouverts à tel role-player, il en met 1, ensuite il en met 2, ensuite il en met 3, et puis voilà, quoi, bref, la qualité de tir, mine de rien, est importante, et tout ça pour résumer, que, en effet, le verrou peut sauter assez vite. Et vous avez vu que le verrou a un peu sauté, alors que, sur l'ensemble du match, ça ne shoot que à 25% à 3 points. Mais bref, autre aspect par rapport à ça, pick and roll entre petits, c'est un aspect important, puisqu'on voit plus de ça que du reste, d'ailleurs, que des pick and roll entre gros pour l'instant. Aussi parce que d'ailleurs, Denver joue assez bien là-dessus, au niveau des match-up, en faisant bouger Jokic un peu partout. Notamment match 1 et 2, on l'a fait beaucoup bouger sur des Lou Dort ou sur des Alex Caruso ou des mecs comme ça, pour un peu le cacher, et pour empêcher qu'il soit sur Hartenstein, pour empêcher qu'il soit sur Chet Holmgren, et que ça débloque soit le pick and pop de Chet, soit le jeu en short roll de Hartenstein, donc l'extra passe en sortie de pick and roll quand Jokic monte sur l'écran.
etc., etc. Donc ça, on voit pas trop, parce que ça joue beaucoup avec les match-up. Donc Jokic se retrouve baladé sur un tel ou un tel, ok. Et on voit beaucoup de pick and roll entre petits. Et ça, c'est vrai que Denver, pour l'instant, prend le pari de, alors, en dehors de la configuration de zone, hein, de souvent switcher Jamal Murray. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est un peu l'histoire du match 3. On switch Jamal Murray, et on se dit, bah, sur le pick and roll entre petits, on va pas demander à Jamal Murray de faire un edge and recover face à HDA, parce que le temps qu'il fasse ça, le temps qu'il fasse son edge, et le temps qu'il recover, qu'il revienne en position, le poseur d'écran peut s'être barré en pick and pop, pick and roll, etc. Donc on switch, pas de décalage, et on laisse HDA nous affronter en 1 contre 1, sauf que c'est pas un vrai 1 contre 1. C'est pas un vrai 1 contre 1, c'est encore une fois un contre 1 avec des stunts, donc des mecs en tête de raquette. C'est un contre 1 avec, en plus du stunt, on avait aussi tout le temps Jokic qui était sous le panier. D'ailleurs, depuis le début de la série, Jokic zone sous le panier, voilà, en dissuasion, vraiment en dissuasion, en mode, bah non, mais prends le pull-up à 2 points là du panier parce qu'il y a 3 mecs dans la raquette, quoi. Donc il y a ça. Puis aussi le fait que on abandonne totalement encore une fois, les shooters d'OKC parce qu'on n'a pas peur et on préfère faire ce genre de, soit un terrain surchargé comme on dit, soit sinon même carrément parfois des prises à 2 plus ou moins agressives. C'est déjà ce qu'il avait fait contre les Clippers, c'est Kawhi Leonard. Là, le match 3, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a un peu ça. Même j'ai vu certains fans d'OKC qui ont un peu râlé en mode, mais pourquoi est-ce que HDA s'entête un peu à faire ce genre de pick and roll, ce genre d'isolation, et plutôt que faire un pick and roll avec des gros, etc. Mais on avait un aspect où en fait Denver concédait le mismatch facilement. Ils appâtaient un peu OKC sur son 1 contre 1, sauf que c'était pas un vrai 1 contre 1. Et même donc, en fait, Christian Brown, après avoir switché, en fait, il restait pas sur son shooter. Donc, au moment de l'écran, on fait pas une prise à 2 parce que si tu fais une prise à 2 sur l'écran, HDA peut libérer par-dessus et le poseur d'écran est libre. Donc non, on switch dans un premier temps, donc pas de décalage, et HDA recule, voilà, j'ai mon mec, j'ai mon mismatch, je recule, je vais l'attaquer. Le temps qu'il fasse ça, prise à 2 qui se déclenche de la part de Christian Brown, qui en fait semblait être sur un shooter et en fait non, il revient sur HDA. Et voilà, ce genre de schéma. Et pour le coup, match 3, HDA a pas été top. A pas été top du tout en termes de lecture au-delà du scoring, hein, parce que le scoring, encore une fois, quand t'as 2 mecs sur toi, Jokic dans la raquette et puis 2 mecs sur les ailes qui te bouchent l'espace, bon, moi je suis assez clément par rapport à ça, sur le fait que, en fait non, tu peux pas y aller au panier. Donc non. Par contre, sur la lecture, c'est vrai qu'il aurait pu être un peu meilleur. J'ai trouvé par moment. Donc voilà. Et puis non, mais il y a aussi un aspect dont il faut parler. Enfin, il faut l'expliciter en tout cas. On en avait parlé comme le point de bascule. Pour l'instant, ça se confirme. Mais pour l'instant, on a une série où, heureusement qu'OKC est à 2-2. Parce que on est un peu aux abonnés absents en termes de shooting des role-players. Et comme dit, voilà, l'aspect boîte noire, l'aspect ce ne sont que des role-players, donc parfois la machine peut s'enrayer. Et ils peuvent faire une série où ils vont shooter beaucoup moins bien que leur saison régulière, leur moyenne de saison régulière. C'est un peu l'objectif de Denver, en tout cas. Mais ouais, Chet Holmgren est à 20% à 3 points sur la série, je crois. Il en met pas un, alors que Chet Holmgren est censé être le mec qui un peu te punit ça. Le mec sur qui peut se mettre sur l'aile et qui, justement, quand il y a un dézonage depuis l'aile du défenseur d'aile qui va sur HDA, la passe est faite, une passe comme on dit à une passe près, on a un shoot ouvert, une passe directe, et donc 3 points ouverts directement et facilement. Chet, pour l'instant, il est pas là. Il met pas ces tirs-là. C'est un peu dommage. Et de l'autre côté, pareil. L'autre atout de luxe dans ce domaine-là, l'autre arme anti-stunt, c'est Isaiah Joe. Mais qui en fait n'est pas là du tout non plus. Alors, il a fait 5 sur 5, match 2, comme tout le monde, on l'a dit. Ok, s'il a acheté à plus de 42% à 3 points, match 2, ok. Donc il a fait 5 sur 5. Mais à part ça, match 1, il était pas là. Il était pas bon, plutôt. 0 sur 4 à 3 points. Et il a pas su punir, alors qu'il a eu 2-3 systèmes pour justement un peu punir ses stunts. Il a pas mis. Match 3, il a joué 3 minutes, Isaiah Joe. Parce que, si tu mets pas tes tirs, c'est un problème. Parce que de l'autre côté, tu vas être ciblé. Et il est ciblé, dès qu'il est sur le terrain, il est ciblé. Donc au final, match 3, il a pas joué. 3 minutes à peine. Et match 4, il a été un peu ressorti. Je crois qu'il a fait 6-7 minutes, un truc comme ça. Mais au final, pareil, 0 sur 3 au shoot pour Isaiah Joe. Donc là, vous voyez le truc comme vous voulez. Là, dans la partie bilan de ce qui s'est passé, on dit, pour l'instant, ils ont été mauvais. Après, vous pouvez aussi voir ça vers à moitié plein il peut pas nous faire une série. En tout cas, il peut pas. Si, tout est possible, mais c'est peu probable qu'il nous fasse une série catastrophique vu son niveau intrinsèque. Donc, peut-être que s'il a mal shooté à ce point,
on peut espérer un 6 sur 8 au match 5, par exemple, hein, ou un truc comme ça, ou juste le minimum syndical. On peut espérer qu'il shoot beaucoup mieux, une espèce de retour à la moyenne, retour à la norme sur le reste de la série. Pourquoi pas pour Isaiah Joe, pourquoi pas pour Chet. Ça, c'est la vision un peu optimiste. Après, comme dit, la vision pessimiste, c'est de dire non, essayons un peu enfonçons la tête des role-players dans la cuvette, quoi. Et ils vont pas s'en sortir. Mais on fait aussi d'ailleurs beaucoup jouer Jalen Williams sur la série. On peut se permettre d'ailleurs de le faire parce que on va en parler, mais Jokic ne peut pas le cibler en 1 contre 1 aussi facilement que ça. En termes de post-up, en termes de 1 contre 1, c'est pas tant que ça. Enfin, vu qu'il y a plein d'aides. Bref, Jalen Williams n'est pas à ce point de une cible facile, une proie facile pour Jokic, donc il peut exister sur la série, il peut être sur le terrain, défensivement, et donc il peut apporter un peu son shoot. Pour l'instant, il le met pas. Il met pas son shoot, mais je trouve que c'est plutôt un bon atout, une bonne idée de l'utiliser un peu pour ce côté stretch 5. Il peut un peu apporter ça, hein, pour le coup. Donc voilà, le fait que tu puisses pas le punir de l'autre côté, tu puisses pas punir sa défense, fait qu'il peut t'apporter un peu ce spacing, plus l'aspect également de rebond, de présence un peu au panier parfois, etc. quoi. Ça reste un gros. Donc c'est un peu mieux, notamment pour le rebond, que Kenrich Williams ne pourrait le faire. Sachant quand on connaît l'importance du rebond, notamment Denver, le rebond offensif, bah ça fait du bien de se permettre de jouer avec Jalen Williams plutôt que Kenrich Williams, par exemple. Donc voilà. Mais non, à part ça, ouais, Aaron Wiggins qui fait un match 4 décisif pour moi. Case Novelas aussi, qui fait un 3 sur 3, en tout cas qui met 3 points. Match 4, mais qui mettait pas ses tirs aussi jusque-là non plus. Et en plus, comme dit, tu fais une série où tu mets pas les tirs à 3 points, alors que ce qui est peut-être un de tes pires shooters, Caruso, il est quand même pas mal en forme, hein, le Caruso sur la série. J'ai plus les stats exactement, mais je crois que il en met 3 ou 4 sur le match 1, je vais aller vérifier. Il en met quelques-uns sur le match 1, il en met aussi match 2 comme tout le monde, il en remet aussi sur le match 4. Où sommes-nous? Ouais, c'est ça. Donc il fait 5 sur 9 au match 1, Caruso à 3 points. C'est un peu inespéré. Et puis même 2 sur 5 au match 3 et 2 sur 5 au match 4. Donc lui il est là pour le coup. Lui il est là alors que tu t'attendais pas forcément à ce genre de rendement nécessairement de la part de ce shooter Alex Caruso. Donc voilà, point de bascule, quid de ce groupe-là, hein. À quel point pourront-ils mettre leurs 3 points pour le reste de la série? Pour l'instant c'est pas trop le cas. Un point rapide aussi, Jalen Williams cette fois-ci. Jalen Williams qui fait une série un peu en montagne russe pour le coup. Le match 1, ce qu'on a vu, c'est que Denver, on avait un peu parlé en preview et on avait dit peut-être que vu son manque d'agressivité, c'est pas un driver d'élite encore, c'est un mec qui parfois refuse le contact, etc. Peut-être que Denver va tenter de défendre en drop. Donc sur les écrans, Jokic va attendre très bas, alors que d'habitude il est pas bon pour le drop, hein, il est pas bon pour rester bas, protéger le panier en mode je recule, je reste bras tendu, etc. Il est pas bon là-dessus, mais pourtant, il peut se permettre face à Jalen Williams parce que Williams est pas un driver de folie. Hein, il pourrait pas le faire face à LeBron, Prime, etc. Mais contre Williams, on peut le tenter. En tout cas, ce qu'on avait dit en preview. Et en effet, c'est ce qui a été fait. Match 1, on a vu que, non, aucun décalage offert là-dessus parce que le drop permet de contrôler un peu tout ça. Tu restes en retrait, tu laisses l'espace à 2 points et soit il prend le 2 points, soit il va au panier mais en essayant de contourner le contact, etc. Donc ça marchait pas. Match 2, beaucoup plus agressif. Bien meilleur match 2, j'ai trouvé, de Williams. Mais après, contexte particulier parce qu'au final, l'avance a été rapidement faite. Mais non, j'ai surtout aimé beaucoup son match 3, moi. Qui a été là encore assez agressif, j'ai trouvé 11 sur 21 au tir, 32 points, certains diront bien meilleur que LGA pour le coup, et je suis un peu d'accord. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage que sur ce play calling, on n'ait pas eu peut-être plus de ballons et plus de systèmes sur la fin de match et money time et overtime, prolongation, appelé pour Jalen Williams. Tellement il était en forme et tellement ça marchait bien. Mais voilà, pour l'instant, on a un peu les montagnes russes en fait avec lui. Et oui, continuons un peu la série. Match 4 nul. Match 4 nul, mais pour une raison qui est simple, c'est que lui pour le coup, il a pas le shot making incroyable de LGA, il a pas non plus le skill set et tout le reste, et donc la zone l'a gêné. La zone l'a totalement gêné, et là où il sortait d'un match 3 où il y a eu un peu de zone mais pas trop, même pas des masses, et que lui il a pu un peu s'en sortir sur drive notamment.
Là, on arrive match 4 et non, l'espace est bouché. Les mecs défendent la zone du panier, la zone de la raquette. Lui, il peut pas aller jusqu'au panier. Donc, au final, on a eu un Williams qui a tenté beaucoup moins de tirs, qui a dû prendre beaucoup plus de 3 points, mais sans les mettre non plus. Je crois qu'il fait un 0 sur 5, match 4. Et qui, voilà, au final, a été assez largement freiné. Lui a beaucoup été affecté par cette zone, beaucoup plus que SGA qui, voilà, SGA, même avec l'attaque, la zone te freine. Il met encore beaucoup de points, alors que Williams, évidemment, c'est pas encore le cas. C'est pas à ce point. Donc voilà. Peut-être un élément de plus pour se dire, il faudrait bien continuer la zone. Et juste pour dire également, je peux vous dire les scores de l'attaque de OKC sur demi-terrain. Donc, notamment, match 1, la performance, c'était dans le 23e centile. Donc à peine mieux que 23% de tous les autres matchs NBA cette saison. Donc 23e centile. 100e centile pour le match 2, évidemment. Donc ils ont explosé les standards et les records sur le match 2 en termes d'attaque de demi-terrain. 134 points par 100 possessions sur demi-terrain. C'est absurde, hein, c'est grotesque. Donc voilà. Et puis de nouveau, match 3 et 4, on est sur des perfs qui sont dans le 34e centile à peine. Et dans le 4e centile à peine sur le match 4. Donc match 4, OKC a mis 75 points par 100 possessions sur demi-terrain. C'est assez abyssal. Et ça, faut dire aussi à quel point, voilà, pour illustrer aussi à quel point est-ce que cette équipe de Denver défend hyper bien, quoi, pour le coup. Donc voilà, et puis, il y a un point où ils s'en sortent pas mal, je trouve, c'est le rebond offensif. Je crois que je l'ai un peu évoqué aujourd'hui. L'aspect de rebond offensif où d'habitude ils attaquent pas tant que ça, mais là, ils y vont, et ils font des scores assez honorables, je trouve, et ça crée pas mal de secondes opportunités. Donc notamment, la présence de Isaiah Hartenstein aide pas mal de ce point de vue-là. C'est pas dans des proportions énormes, hein. C'est pas des scores d'élite, mais c'est pas mal. C'est un peu plus que ce qu'on aurait pu penser. Et puis l'autre côté, par contre, c'est vrai que la bataille du panier, pour l'instant, on l'a dit, elle est un peu gagnée par Denver. Denver sur cet aspect de fréquence de tir au panier, efficacité au panier autorisée pour OKC en attaque. Au final, je trouve que Denver s'en sort pas mal et via ce côté premier rideau, via ce côté zone défensive et via un peu tout, on arrive à boucher l'espace au panier. Donc, pour l'instant, l'attaque de drive de OKC, elle se heurte un peu à cette défense de Denver, hein, quelle que soit la forme, hein, homme à homme, en stunt ou juste zone et zone autour de la raquette. Pour l'instant, cette bataille-là, qui est un peu un point clé à suivre, elle est gagnée par Denver pour l'instant. Et donc, attaque de Denver à présent contre la défense de OKC. Et là, il y a pas mal de choses à dire, mais avant toute chose, je vais simplement vous décrire l'offensive rating, les performances offensives. Offensive rating, c'est les points par 100 possessions qui ont été produits par nos amis les Denver Nuggets à travers cette série qui est à 2 partout. Ils ont gagné le match 1 et le match 3. Ils ont failli gagner le 4. Ils ont été fessés dans le 2. Bref, 115, match 1, 102, 108 et 88. On est sur des points par 100 possessions, on sait pas trop à quoi ça représente, hein. Qu'est-ce que ça représente, pardon, ces chiffres bruts par 100 possessions. Donc je peux vous dire le rang, le classement de ces performances relatifs à la NBA. Donc le match 1, 59e centile, mieux que 59% de tous les autres matchs NBA cette saison. C'est pas mal, moyenne haute, on va dire, moyen bon, hein, 59 centiles, 59e centile, ensuite 22e centile, 40e centile et 2e centile. Donc, on voit quand même de mal en pis. Et pour moi, il y a quand même deux problèmes. Deux problèmes sur cette série, deux problèmes majeurs, on va dire. Premièrement, le fait que OKC sur demi-terrain devient de plus en plus compétent. Voilà, on a un aspect où, pas de plus en plus compétent, sont excellentissimes. En fait, c'est un peu le truc, on pouvait s'y attendre, hein, avec ce côté défense d'élite de la saison régulière, etc. Mais premier problème, la défense de demi-terrain arrive totalement à contenir, à freiner. Jokic à un point où, on va en reparler, mais moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Jokic être à ce point en galère sur une série de playoffs. Donc ça y est, on a enfin trouvé la défense qui peut un peu freiner l'homme qui avait réponse à tout, l'homme qui était implacable, presque littéralement. Donc voilà, premier problème, c'est ça. Mais le deuxième problème, puisqu'il n'y a pas qu'un problème, le deuxième problème pour moi, pour Denver, c'est ce que j'appelle les marges. Les marges, donc un peu les points en dehors du demi-terrain. Et plus que les points, tout ce qui est possession,
tentatives de tir. Et en fait, cet aspect des marges, c'est Denver qui d'habitude est très bon pour, au-delà du simple demi-terrain, au-delà du simple jeu placé, on va dire. D'habitude, Denver est excellentissime pour aller gratter des marges. Or, plus impressionnant sans doute encore que la perf sur demi-terrain, c'est la capacité de OKC à réduire les marges de Denver. Et à réduire et à empêcher Denver d'aller gratter des points en dehors, en plus de simplement le jeu placé, le demi-terrain. Et même pour vous dire à quel point c'est important, donc ce jeu de ces marges, hein, alors je peux développer les marges pour ceux qui sont pas habitués du podcast, qui découvrent peut-être. Les marges, c'est notamment le rebond. Rebond offensif, tu vas créer des points en plus que toutes les équipes n'ont pas. Le rebond offensif, des tirs supplémentaires, des possessions supplémentaires et donc, in fine, des points supplémentaires. On a aussi les turnovers où, ça dépend, hein, ça peut dépendre des fois, mais en général, en saison régulière, ils sont à peu près moyens, mais on sait que en playoff, ils sont souvent assez bons, Denver, puisque quand les ballons passent par Jokic, qui est un bon décisionnaire, a priori, tu réduis un peu ton taux de turnover, donc t'as un peu t'as des cartouches en plus par rapport à d'autres qui perdent plus de ballons, parfois, mais aussi le jeu de transition. La transition est aussi un jeu de marge assez énorme où, voilà, c'est pas que le demi-terrain, c'est pas que le jeu placé, il y a aussi beaucoup d'attaques, de transition, de contre-attaque, et Denver est une équipe d'élite là-dessus, sur la contre-attaque. Vous le savez, on a développé beaucoup. Et donc bref, pour vous dire à quel point ces marges sont importantes, je vous ai dit, offensive rating, sur cette série, ça n'a jamais été aussi bon que le match 1. Match 1, on était à 59e centile, 115 points par 100 possession, et après, c'est allé un peu de mal en pis jusqu'au match 4, 88, de 115 à 88, de 59e centile à 2e centile. Bref, regardons à présent l'attaque de demi-terrain. Et l'attaque de demi-terrain du match 1, elle était à 83 points par 100 possession. Bon, les standards sont plus bas, hein, évidemment, il y a moins de points, la moyenne de demi-terrain est plus basse. Donc voilà, 83, match 1, match 2, 82, match 3, 100, et match 4, 82. Autrement dit, le match 1 qu'ils ont gagné, la victoire la plus impressionnante, alors au buzzer, game winner de Gordon et tout, mais en termes d'attaque, ça a été la perf offensive la plus impressionnante. Sur demi-terrain, ils avaient produit 83 points par 100 possessions. Donc, autrement dit, pareil que le match 2, pareil que le match 4, qui a été un match défensif assez atroce et pas du tout offensif, et même donc, leur meilleure perf offensive, c'est pas du tout le match 1, c'est le match 3. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce match 1, le 83 points par 100 possessions de demi-terrain, grâce aux marges, grâce aux points en plus, grâce aux points grattés ailleurs, des points grattés à la marge, a été manufacturé et transformé en 115 points par 100 possessions. Voilà, quand on prend le demi-terrain 83, donc pas bon, et en fait du même acabit que le reste de la série, on le prend sur ce match 1, et quand on rajoute rebond offensif, transition, turnover, etc., c'est devenu un 115 par 100 possessions, alors que, par exemple, le match 4, on est à 82 de demi-terrain, et au final, quand on rajoute tout le reste, on passe du demi-terrain à l'offensive rating global, on n'arrive que à 88. 82-88, alors que match 1, on passe de 83 à 115. Et pour dire, en fait, pour moi, c'est un peu là que repose aussi l'exploit, je sais pas, mais la performance d'OKC. C'est pas que sur la capacité à gêner sur demi-terrain Jokic et la Jokic offense, c'est aussi la force de cette équipe du Thunder pour l'instant d'arriver à contenir totalement les marges de Denver, un aspect où d'habitude Denver festoie. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, peut-être, ou pas, d'ailleurs je ne sais pas, le podcast qu'on avait fait sur les Clippers, sur le bilan de la série contre les Clippers, j'avais un peu expliqué, voilà, au final, j'avais l'impression que les Clippers avaient été légèrement meilleurs en termes d'attaque de demi-terrain, de solutions, de nombre d'atouts tactiques, de move ou de contre-move, sauf que les Clippers avaient été légèrement meilleurs, sauf que, à la fin, c'est Denver qui avait gagné. Et gagné avec un match 7 en plus spectaculaire, etc. Mais il y avait un côté où, en fait, Denver, sans le rebond offensif et sans la contre-attaque, où serait-il Où aurait-il été, plutôt, pour la série de premier tour, ils auraient été éliminés. Sans ça. Et parce que, mais encore une fois, c'est pas pour le discréditer Denver, ça fait partie de leur jeu. Ce sont des points bonus, mais c'est pas genre, t'es nul sur demi-terrain et tu te sauves avec la contre-attaque. Non. C'est juste que ça fait partie de leur jeu d'aller chercher ces marges. Or, pour l'instant, à part le match 1, on a une défense de Denver qui ne concède rien
quasiment rien sur rebond offensif, transition, même un peu le panier. Bon, ça fait pas partie des marges, mais on va y venir aussi. C'est une autre force de Denver, c'est le panier. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, match 1, on a eu exactement ça. On avait parlé en prévue de l'affrontement de style, le bully ball qui te rentre dedans et qui sait même pas de te contourner, versus la défense que tu ne peux pas contourner, mais qui, peut-être que quand tu te fais rentrer dedans, c'est pas pareil. Donc, en fait, match 1, on a eu ça. Et match 2, on a eu l'inverse. On a eu match 1, le bully ball à foison. Match 1, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, vous avez vu, de 83 points par 100 possessions sur demi-terrain, sur des tirs de vraiment demi-terrain, ça a été manufacturé en 115. Pourquoi ? Parce que on est à 42% de rebond offensif sur ce match-là. 42, c'est énorme pour Denver. Donc, les possessions de demi-terrain en soi n'ont pas toutes abouti, sauf que à la fin, on allait chercher le rebond. En tout cas sur le site de Cleaning the Glass, c'est un peu comme ça que ça marche, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un tir et donc un rebond, hop, on sort de la catégorie demi-terrain, même si dans l'esprit on y est toujours, mais on passe à ce qu'on appelle une catégorie putback, rebond offensif. Donc ça permet un peu de dissocier un peu les deux et de voir à quel point est-ce qu'une équipe se repose sur le rebond ou pas. Et là on voit que Denver totalement. Denver a fait 42% de rebond offensif, donc des tonnes de points en plus. Non pas parce qu'ils ont mieux joué sur demi-terrain, non pas parce qu'ils ont mieux shooté, mais juste parce que après les échecs, ils sont allés chercher des rebonds, et OKC n'a pas pu empêcher ça. Et puis également, 20% de fréquence de contre-attaque. 20% de fréquence de contre-attaque. Là, pour vous dire, c'est dans le 92e centile. 92e centile, donc un nombre de contre-attaques, une fréquence d'attaque de transition qui a été énorme. Et là encore, voilà, c'est des points faciles qui permettent de contourner totalement la défense du Thunder terrifiante de demi-terrain. Donc, 42% de rebond offensif, 20% de fréquence de contre-attaque, et même en efficacité de contre-attaque aussi, on était à 86e centile. Donc, voilà, on était plutôt très bon relatif au standard de NBA. Donc, c'est un point assez important, parce que la série démarre comme ça, mais vous allez voir que par la suite, ça n'a plus du tout été le cas. Donc, on a un match 1 où en fait Denver a réussi à dicter le jeu, à mettre sa patte sur le jeu, de par ce bully ball. Et sauf qu'après, non. Après, c'est OKC qui a totalement réussi à limiter tout ça. Donc c'est un point ultra important. Et là où c'est non seulement un point clé, mais en plus un point clé dans le sens à mettre au crédit d'OKC, mais en plus, donc un point de bascule à surveiller sur l'ensemble de la série, en preview, mais même donc en milieu de série, c'est que de base, c'est pas exactement une force d'OKC. Le rebond offensif, c'est même plutôt une faiblesse. Donc c'est aussi pour ça qu'on a argumenté que le style de jeu, l'opposition stylistique était intéressante et pouvait tourner en faveur de Denver, parce que on a une équipe de OKC qui crée beaucoup de turnovers, crée des interceptions, fait des actions au panier, mais en termes de style, ça colle pas partout. Donc notamment le rebond. Le rebond, ils sont assez fragiles là-dessus. Encore une fois, c'est un aspect où, par exemple, Dallas, qui était pas bon non plus en SR 2024 sur le rebond offensif, contre OKC qui était mauvais, ils ont mis l'accent et ils ont pu battre OKC de cette manière également l'an passé. Parce qu'ils ont insisté sur cette manière d'attaquer le rebond offensif, et comme OKC était nul, ils ont réussi à générer plein de trucs alors que c'était pas de base leur jeu. Mais voilà, donc là en face, on avait non pas un Dallas qui allait peu, on a un Denver qui est génial là-dessus. Là, l'opposition de style, elle était assez évidente. Donc le fait que premièrement Denver impose sa patte au match 1, c'est finalement bien et peu étonnant, et que ça leur permette d'améliorer leur attaque, tant mieux. Mais c'est aussi, deuxièmement, peut-être un peu étonnant de la part d'OKC le fait qu'ils arrivent à tenir à ce point sur le reste de la série. Parce qu'en effet, on n'a pas autant d'aussi bons scores sur le match, le reste de la série. Bon, match 2 un peu plus, mais match 2 un peu particulier par rapport au blowout, etc. Bon, 149-106 à la fin, mais dès le deuxième quart-temps, ça s'envole. Bref, match 2, ils sont encore à 37% de rebond offensif, ce qui est très bien, très bien, mais ça s'est pas joué là, ça s'est joué au shot making de OKC, les 3 points, la plus de 3 points, etc. Mais vous voyez, par exemple, les matchs 3 et 4, on est à peine à 15% de rebond offensif pour Denver. Ce qui est dans le 3e centile, alors que le match 1 c'était l'inverse, ils étaient dans le 97e centile. Donc match 1, mieux que 97% de tous les autres matchs NBA, donc pire que seulement 3%. Match 3 c'est l'inverse, mieux que seulement 3% de tous les autres matchs NBA de cette saison, et pire que donc 97%, bref. Et match 4, pareil, 19e centile, autour des 20 à 22% de rebond offensif. Donc voilà, ça c'est un élément
énorme, c'est que on arrive à maintenir, à diminuer totalement cette marge-là. Pareil un peu, on peut aller voir sur la transition. Le match 1, je vous ai dit 20% de contre-attaque en termes de fréquence. Pareil pour l'efficacité qui était génial. Ok, match 1. Match 2, la fréquence, elle tombe à 10%. Et c'est dans le 26e centile à peine. Match 3 et match 4, on est à 8% et quelques. C'est dans le 10e et 9e centile. Donc en fait, on a une défense d'OKC qui a réussi à ne pas concéder des contre-attaques, des transitions à Denver, alors que c'est là-dessus où Denver se fait pas mal de points faciles généralement. Voilà, c'est quand même un peu notable. D'ailleurs, pareil, au niveau efficacité, l'efficacité des contre-attaques a été nulle sur ces matchs-là, 2, 3, 4 pour Denver. Donc là encore, vous voyez qu'au niveau des marges, il y avait pas autant de points bonus. Je vous ai dit, les pertes de demi-terrain sont semblables les unes aux autres, 83, 82, 100 sur le match 3 et de nouveau 82. Ok. Par contre, la différence, c'est que il y a des fois où on va gratter des marges, match 1, et des fois on n'y arrive plus. Donc ça c'est un point clé. Et là encore, ça pour le coup, c'est aussi à mettre au crédit de la défense d'OKC. C'est une question de repli, mais pas que. Il y a aussi une question à mon avis, c'est également pour ça que Hartenstein est aussi un élément clé des deux côtés du terrain, en fait, par rapport à ça. Parce que premièrement, son rebond, ses box-out, fait que c'est un des meilleurs rebondeurs de NBA. En fait, pour moi, Hartenstein, même s'il est pas à 17 rebonds par match sur la stat individuelle, mais son impact au rebond est quand même assez énorme. Donc, notamment, quand un Hartenstein comparé à l'an passé, à Dallas, contre Dallas en 2024, où t'avais que Chet en gros, parmi les gros, ça change tout. Donc, il aide à réduire le nombre de rebonds offensifs de Denver, premièrement. Même deuxièmement, quand on parle de contre-attaque, comment est-ce qu'on fait la contre-attaque? Une contre-attaque, ça se fait quand tu crées une interception, ou bien après un rebond. On sait que Denver fait très peu d'interceptions. C'est pas leur défense, donc voilà, ils partent pas si souvent que ça en contre-attaque après une perte de balle et une interception qu'ils ont créée. Ok. Par contre, ils sont géniaux pour se projeter en contre-attaque, pour se projeter après un rebond. C'est-à-dire un tir est manqué, rebond et hop, on accélère. Ou alors un rebond et hop, Jokic balance vers l'avant, une longue passe pour un panier, pour un Christian Bank qui s'échappe, etc., etc. Et là, on voit que, notamment, la présence d'Hartenstein et en fait même le rebond offensif de Hartenstein, où il est sans doute plus élite au rebond offensif que défensif d'ailleurs, mais le rebond de Hartenstein fait aussi que lui plus toute l'équipe d'OKC, je l'ai dit, ils vont pas mal au rebond offensif cette série. Et à mon avis, c'est lié. C'est lié et c'est un point clé, c'est que c'est pas pour rien si, encore une fois, cette équipe qui d'habitude ne va pas trop au rebond offensif, là, elle fait l'effort d'y aller, alors qu'en face, on a quand même affaire à une défense qui elle-même est plutôt pas mal pour défendre le rebond d'habitude. Mais voilà. Et non, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien du tout s'ils y vont. Je pense que c'est totalement fait exprès de voir une équipe de OKC qui par séquence peut largement insister là-dessus, aller au rebond, parce que en fait si tu prives l'adversaire de rebond, ils peuvent pas prendre le rebond et se projeter en contre-attaque. Donc ça c'est un élément, mais il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, encore une fois, on parle d'une équipe d'OKC qui est tellement rapide, longue, grande, mobile, dynamique, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a un aspect aussi de juste les mecs qui reviennent de manière efficace en transition. Donc ça c'est là-dessus où ils sont pour l'instant assez géniaux en fait, vraiment géniaux sur ce côté, revenir faire le repli défensif de très très haute qualité, priver Denver de ses opportunités, et en plus d'ailleurs au passage ils gagnent totalement le duel parce que on a affaire à 2 attaques d'élite sur transition, mais pas du tout 2 défenses d'élite. C'est même l'inverse. Denver est assez catastrophique en transition cette saison parce qu'il n'y a pas toujours les bons replis, etc. Et donc non seulement OKC gagne la bataille en réduisant les contre-attaques de Denver, mais en plus, eux, ils en font pas mal. Je sais plus si on en a parlé tout à l'heure, il me semble que si. Mais si vous allez voir un peu les contre-attaques de OKC, on a une défense de Denver qui concède beaucoup, même beaucoup de points sur ces contre-attaques en termes de fréquence, en termes d'efficacité. Donc voilà, un peu sur ce jeu des possessions. Au final, on a une équipe de OKC qui s'en sort pas mal par rapport au rebond, par rapport à la transition, et qui finalement arrive un peu à neutraliser la menace Denver, ou en tout cas les marges que d'habitude Denver est capable de se créer en plus du simple demi-terrain, ou d'habitude sur demi-terrain Jokic est un démon, et là il ne l'est plus totalement. Et puis autre point macro aussi par rapport à ça, après on parlera tactique, après on parlera un peu en détail de comment est-ce que ça s'est fait, mais avant de passer au comment, restons sur le quoi pour l'instant. La bataille du panier
la bataille du panier, mesdames et messieurs, qui pour l'instant est remportée par OKC dans ce match-up défensif. Et c'est notable parce que j'ai dit que Denver, il y a des forces principales, il y a le rebond, il y a la transition et il y a le panier. C'est pas totalement de la marge, c'est même pas du tout de la marge, mais voilà, c'est un peu les trois forces qui collaient très bien parce que ce sont trois faiblesses d'OKC à la base, sauf que pour l'instant, OKC s'en dépatouille pas mal partout, et donc y compris désormais au panier. C'est-à-dire que match 1, le bully ball de Denver versus le côté mobile, on va dire, mobile dynamique de OKC, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit rebond offensif, transition, et il y avait aussi un autre aspect, c'était le panier. C'est-à-dire que, en fait, on a une équipe de Denver qui a déroulé son jeu et qui a fait comme d'habitude, c'est-à-dire une fréquence à 3 points qui est pas hyper élevée, mais c'est pas grave, juste on pilonne au panier. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, avec Jokic, mais pas que, drive de Murray, et puis surtout les cuts. Cut de Michael Porter Jr., cut de Aaron Gordon, ou alors post-up de Gordon, cut de Westbrook aussi, les rebonds offensifs, ça fait partie de ça, quand tu prends un rebond offensif, a priori tu vas reprendre un tir proche du panier. Voilà, il y avait un côté où Denver a réussi à imposer sa patte avec ses trois forces, rebond, panier et transition, et donc le panier notamment 38% de fréquence de tir au panier. Voilà, 38% de tirs qui ont été pris dans la zone du panier, c'est dans le 86e centile. En l'occurrence, on a affaire à une défense de OKC qui défend bien au panier en termes d'efficacité, mais qui a tendance à autoriser beaucoup dans la zone. C'est pas une défense qui va être intimidation, on est plutôt en mode, non, mais on laisse les joueurs driver et aller au panier, mais au panier, ils vont être cueillis. Il y a un Chet Holmgren, il y a un Jalen Williams, il y a un Hartenstein, etc. Donc c'est pas une défense qui va bloquer l'accès au panier, mais plus qui va effacer une fois que le tir va être pris au panier. Donc, ça colle pas très bien non plus, et donc on a vu, match 1, ça a marché. Denver, 38% de fréquence au panier, 86e centile. Je vous dis désormais le reste de la série. 22e centile, 26e centile, 16e centile. Donc, OKC a réussi à fermer les vannes totalement sur le nombre de tirs au panier. Et ça change tout. Évidemment, ça change tout. Pareil, au niveau de l'efficacité, cette fois, au panier, je peux vous dire que là, pour le coup, c'est OKC qui est un peu sur le truc qu'on avait prévu. C'est-à-dire que, match 1, ils ont autorisé beaucoup de tirs au panier, mais dès le match 1, on a vu que l'efficacité autorisée au panier était pas bonne. Enfin, pas bonne pour Denver, vous avez compris. Donc, bonne défense d'OKC au panier sur tout le long de la série, 51%. Au match 1, c'était déjà dans le 7e centile. Donc, le truc, c'est que OKC a très bien défendu le panier. Le problème, c'est que Denver y allait tellement souvent que, voilà, il y a quand même ce bonus de rentabilité. C'est tellement rentable, le panier que... Mais voilà, OKC défend bien le panier. Et en plus, donc, à part le match 1, ils autorisent également une très faible fréquence au panier. Et donc en fait, l'attaque de Denver se repose beaucoup là-dessus. C'est même une particularité, c'est même relativement atypique dans la NBA d'aujourd'hui pour une attaque d'élite de prendre aussi peu de 3 points. Mais pourquoi c'est pas grave? Parce qu'ils vont à ce point souvent au panier. Premier de NBA en fréquence au panier et 30e en 3 points. Mais également élite au niveau de l'efficacité au panier. Bref, donc ça c'est un aspect aussi macro à surveiller sur le reste des 3 matchs. C'est comment qui va gagner ça. Après on va expliquer le comment exactement. Et un autre aspect par contre où pour l'instant Denver s'en sort bien, c'est que on est quand même sur 4 performances où les lancers francs sont là. Donc attirer des lancers francs c'est pas mal. Et au niveau des turnovers ça va. On a eu 2 matchs qui étaient assez nuls côté Denver au niveau des pertes de balles. On a aussi, après, 2 matchs 3 et 4 qui ont été un peu plus moyens, on va dire. Donc, voilà, c'est à surveiller également parce que la défense d'OKC peut être capable d'être étouffante, de créer beaucoup de turnovers. Donc, le fait est que là, les matchs 3 et 4, par exemple, 14% de turnover percentage, ça va, c'est dans la moyenne. C'est pas, on lâche pas des tonnes de cartouches et des tonnes de billes là-dessus. Donc voilà à peu près pour le bilan un peu macro, le quoi. Maintenant, intéressons-nous au pourquoi et au comment. Comment tout ça se met en place une fois que la bataille stratégique a été abordée. On l'a dit, et comment ne pas commencer par ça. Nikola Jokic, pour moi, fait sa pire série de mémoire récente ou pas récente, de tout court en fait. J'ai l'impression de voir une défense qui le contient parfaitement. Alors, déjà, niveau match-up, ce qui a été fait, match 1, Mark Daniel a un peu surpris son monde. Plutôt que faire le classique qu'on attendait, Hartenstein sur Jokic, plus en safety, en libéraux, Chet Holmgren, on a vu qu'il a fait l'inverse. Il a mis Chet sur Jokic,
parce que ça peut tenir, hein, pour le coup. C'est juste que Chet est meilleur en safety, mais on a vu que ça peut tenir. Il y avait eu des matchs de début de saison, on a vu que bah ouais, en fait, ça peut totalement tenir. On a vu 2 matchs en octobre-novembre là, où en fait il n'y avait pas encore Hartenstein et Chet avait tenu en 1 contre 1. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de ces affrontements-là. Donc bref, il y a eu ça match 1. En fait, rapidement, on a rebasculé vers une configuration où c'est plutôt Hartenstein qui est sur Jokic pour le côté puissance, pour un peu tout ça. Et en fait, ça, on a aussi Chet qui va être en safety, en libéro défensif, plutôt en deuxième rideau, hein, un peu comme le modèle Minnesota, si vous voulez, de 4 en premier rideau sur Jokic, et derrière, il y avait Gobert. Mais en fait, à la différence des Wolves, qu'est-ce qui se passe cette année? C'est que, premièrement, pas de poste bas pour Nikola Jokic. Voilà, ça c'est assez simple sur cette série, c'est que en fait il y a juste pas la place. Pourquoi? Parce que disais-je, excusez-moi, par rapport aux Wolves, les Wolves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient Gobert sous le panier. Donc ce qui fait que bon, Jokic pouvait attaquer le 1 contre 1 s'il voulait, mais il pouvait pas attaquer en allant jusqu'au panier. En gros, l'idée c'est bah vas-y, attaque 4 si tu veux. Mais tu peux prendre que des pull-ups un peu contestés, des pull-ups à 3 mètres du panier, plutôt que sur post-up, faire un coup d'épaule, et aller déposer le ballon au lay-up ou aller chercher un lancer franc, un hook shot à 20 cm du panier, etc., etc. Il y avait l'idée de dissuasion en fait en début de série l'an passé avec les Wolves. Je dis en début de série parce qu'à la fin on a tout mélangé. À la fin on a fait carrément Gobert sur Jokic plus Ed, hein, tellement c'était n'importe quoi la série de Jokic. Mais là c'est différent. Là on n'est pas juste on surcharge le terrain et on te dissuade d'aller sous le panier et vas-y prends le tir un peu loin. Là il y a plus que ça. Là on a carrément des prises à 2 qui se déclenchent. Pas juste dissuader, pas juste se mettre là et attendre voir ce qui se passe. Non, déclencher de la prise à 2. Et en plus, un truc intéressant, c'est que avec les schémas d'OKC, on a des prises à 2 qui se déclenchent de à peu près partout et en alternant aussi. C'est-à-dire que ça, vous écoutez pas mal de joueurs en parler aussi. En général, on ne peut pas se permettre de faire une couverture défensive, face aux joueurs d'élite. Parce qu'il y a un aspect où ils sont trop bons, ils sont trop forts, donc au bout d'un moment, ils vont s'attendre à s'ils savent ce qui va arriver, ils peuvent s'ajuster, etc., etc. Donc la force aussi là de OKC, je trouve, c'est d'alterner totalement un peu les couvertures, hein, les prises à 2. Donc parfois l'aide vient depuis en bas, depuis la ligne de fond, ce qu'on appelle une baseline double. Donc Hartenstein est en premier rideau et l'aide vient depuis ligne de fond. Parfois l'aide vient depuis le haut. From the top, donc depuis l'aile, depuis le shooter qui est sur l'aile, on a un Lou qui va descendre, hop, sur Jokic. Parfois l'aide vient depuis, quand on a un bon shooter à une passe près, on fait venir le mec qui est à 2 passes près. Donc pas le mec qui est directement proche de Jokic, mais celui qui est un peu plus loin. Comme ça, la lecture est plus compliquée et ça peut enclencher des rotations, etc. Enfin bref, on arrive beaucoup à varier tout ça. Et donc en fait, le poste bas n'existe pas. Le poste bas, Jokic ne peut simplement pas aller si souvent que ça au poste bas, ni contre Hartenstein, ni contre Chet. On pourrait se dire, Chet, on peut un peu l'attaquer. Et non, on a vu match 1 des pull-ups, des face-up jumpers, parfois juste quand il y avait juste assez de temps. Mais non, enfoncer au panier, hook shot, etc. Non, ça, il y a pas on peut pas. Donc voilà, et surtout pas donc même contre Jalen Williams. On l'a dit, hein, Jalen Williams peut être sur le terrain parce qu'en fait il est protégé. Et donc défensivement il est viable, il a pas à défendre en 1 contre 1. Il est tellement protégé, donc bref. On a cet aspect, premièrement, où le post-up n'existe quasiment pas pour Jokic. C'est pas un problème en soi, parce que Jokic a un peu cette double carte. Hein. La série contre les Clippers, on l'avait dit, contre les Clippers, assez peu de post-up, parce qu'en face il y avait un stopper de post-up. Il y avait Ivica Zubac, qui évidemment est grand, long, costaud, et qui était un peu aussi en mode on va te dissuader de faire du post-up parce qu'en face il y a une belle résistance. Et donc le plan de jeu, ça avait été de dire finalement face à un mec très costaud, hop, on s'ajuste, hein, c'est l'intérêt de Jokic, on s'ajuste, on va te faire aller dans le périmètre. On te fait aller dans le périmètre, un domaine où Zubac est un peu moins bon, un peu moins à l'aise, on va dire, parce que moins mobile, etc. Et donc, Jokic avait passé la série des Clippers à attaquer depuis le périmètre. Donc, des drives, des pick and inversés, des zoom action, de la high post offense, etc. Là, le problème, c'est que, en fait, les Clippers, d'accord, mais là, OKC, ils sont bons en post-up, mais ils sont bons aussi pour le défendre loin du panier. Et même plus que ça. Je pense qu'on peut aussi démarrer par là, mais clairement, pour moi, il y a une différence match 1 et le reste de la série où on a clairement augmenté le curseur d'intensité des aides. Vous comparez une image du match 4, par exemple, le dernier là, ou une image du match 1.
Bon, le match 1, il y a l'impression que quand il est placé en tête de raquette, poste haut, quand il est placé dans le périmètre et qu'il essaie un peu d'attaquer, bon, il y a des mecs pas loin, hein, mais on n'a pas totalement des défenseurs qui, off-ball, vont abandonner activement leur shooter pour venir sur Jokic. Il y a pas ça, il y a un peu de dézonage, voilà, mais on le laissait un peu opérer. Et allez voir les highlights de Jokic qui met quoi? Il met 30 points, 40 points, je sais plus combien, 15 sur 29, bref, il met beaucoup de points. Vous allez voir que sur ses paniers, il est pas tant que ça dérangé. Il y a un peu de gens autour de lui, mais il y a pas des gens qui le forcent à lâcher la balle. Alors que, allez comparer dès le match 2, on a des mecs qui viennent à courir sur Jokic. Et match 2, match 3, match 4. Et donc en fait, le coup de dire, poste bas, on peut pas. Poste bas, il va être prise à 2, les cuts vont être bien couverts, etc. Donc ok, ça on peut pas. Mettons-le poste haut ou dans le périmètre, c'est comme ça qu'il va évoluer. Sauf que le match 2, on a vu que, non. Parce que dès qu'il avait la balle dans le périmètre également, on avait des prises à 2, des rotations qui se faisaient, et même assez agressives. Pas juste, je vais zoner à 1 mètre de toi au cas où on peut te faire douter ou quoi que ce soit. Non, ça se déclenchait pour venir boucher l'espace, pour le priver de sa main gauche ou de sa main droite. Ça dépendait des situations où sur le terrain il était. Bref, essayer un peu de l'enfermer, ligne de touche au final, et pas de l'autoriser à aller plein centre. Hein. Lui, c'est ça qu'il veut, c'est qu'il veut péter plein centre. Et dans le cœur de la défense, il y a toutes les options de passe qui sont disponibles. Alors que là, par exemple, s'il était en tête de raquette côté gauche, on venait fermer l'accès à la main droite, quoi, du coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, j'espère. Mais voilà, des rotations, des pré-rotations beaucoup plus actives qui le privaient du ballon, en tout cas qui le privaient d'espace. Et tout ça est lié à quoi? Tout ça est lié également au spacing de Denver. Un spacing dont on a parlé toute la saison. On avait un peu de doute par rapport à ça. En l'occurrence, on a une équipe de Denver qui a mis ses tirs sur la série d'avant, notamment Westbrook, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'on se retrouve assez facilement dans la configuration qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, au final, regardez les pourcentages, vous allez dire, à part le match 4, ça va, ils ont mis leur tir. 33% match 1, mais bon, c'est pas grave, ils l'ont gagné. Et puis 44% match 2, 42% match 3. Ça va, le spacing est là. Sauf que non. Sauf que le plus important, c'est pas l'efficacité, c'est la fréquence. Et la fréquence des tirs à 3 points, premièrement, la fréquence en soi, vous allez voir que il y a pas tant que ça de 3 points tentés en début de série, et même surtout sur la fin de série, il y en a plus, mais il y en a plus qui sont des 3 points par dépit, en fait. C'est-à-dire que match 3, match 4, on est à 41% de fréquence, même 42% sur le match 3, c'est beaucoup pour Denver, et même 47% des tirs tentés à 3 points pour Denver, dans le match 4, c'est aberrant pour Denver. Denver, c'est plutôt en moyenne de saison autour des 30%. Là, 50%, on est plutôt autour de Boston, si vous voulez. La moitié des tirs tentés à 3 points, c'est Boston. C'est pas du tout Denver. Et en fait, on a un aspect de 3 points par dépit. Mais pourquoi? Parce que, en fait, OKC ne respecte pas le spacing. Exactement comme Denver parie sur le fait et ne respecte pas le spacing de OKC. On a exactement la même chose de l'autre côté. Le fait est que Michael Porter Jr., le seul shooter, fait pas une bonne série. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà. Et puis, à part ça, on a un aspect où on abandonne les shooters allègrement. Le match 1, c'était pas problématique parce que quand on avait des shooters abandonnés, on avait des mecs qui faisaient des cuts au panier et que ça a bien marché. Notamment, j'ai un extrait en tête par exemple, mais on l'a vu plein de fois sur le match 1 de côté faible, ça se resserre autour de Jokic ou de Jamal Murray ou du pick and roll, je veux dire. Bref, on s'en fiche. Et je crois que c'est Jalen Williams qui doit gérer un peu les deux côtés faibles. Bon, les deux côtés faibles, c'est Gordon et Westbrook. Pas de problème, c'est pas des shooters. Sauf que quel est le problème pour le coup? Pour OKC, c'est que le 1 contre 2, gérer 2 non-shooters, ça se fait. Par contre, gérer 2 cuts au panier, là c'est compliqué. Donc il y avait un aspect de ce qu'on appelle cut, alors parfois cut the stunt ou en tout cas cut the help, coupé dans le dos de l'aide, qui a été fait par Denver, qui était génial et qu'on n'a pas autant trouvé qu'avant. Mais aussi parce que derrière, le terrain est mieux organisé côté OKC pour couvrir ses cuts, pour assurer le rebond offensif, pour empêcher ce genre d'opportunités faciles. Les mains aussi. Il y a des mains partout dans les lignes de passe. Donc, imaginez, je sais pas moi, Jokic qui attire des prises à 2 et qui essaie de libérer sous le panier pour un cut de Westbrook qui a été abandonné à 3 points. Bon, mais il y a des fois, il a tenté. Il y a des fois, en fait, il y avait, tiens, une main de Caruso qui passe par là. Ou alors une main de Casey Nolas, une main de Jalen Williams ou ce genre de choses. Donc, les cuts sont assez bien couverts. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a, vraiment, le match 3 et match 4, 41%, 42 et 47% de tirs tentés à 3 points, c'est délirant pour Denver, mais c'est là où on retrouve un peu le 3 points par dépit, notamment le fait que la rotation de Denver est assez short,
Elle est vraiment assez réduite. Je crois que Zekenaji a fait 2 minutes. On en avait parlé un peu, mais hop, il a été sorti et rentré et ressorti de suite. DeAndre Jordan aussi a été rentré 2 minutes, le temps de se faire cibler 3 fois. Hop, il est ressorti. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas encore eu Jalen Pickett. On a eu quelques minutes match 1 et match 4 de Strouser pour le shoot. Mais il a été ciblé et David Adelman lui fait pas confiance. C'est un peu dommage, mais bref. Donc voilà. Et non, en fait, la rotation, c'est 6 mecs en fait. La rotation à Denver, et c'est là aussi qu'on voit la différence entre OKC, qui a plein de boutons différents, qui peut appuyer sur pip 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 qui a plein d'options différentes et qui peut un peu les sortir un peu à tour de rôle, hein. Par exemple, pour l'instant la série Isaiah Joe est pas bon, tant pis, faisons jouer Wallace, faisons jouer Wiggins, et les mecs sortent du banc et ils font des bons trucs. Caruso aussi, enfin OKC a 10 mecs. Et encore 10 mecs, je pense qu'on peut aussi rajouter pour l'instant Kenrich Williams qui ne joue pas, mais qui est totalement un mec de playoff. Ok, donc il pourrait avoir 11 mecs, je pense, ok ici. Denver, ils en ont beaucoup moins numériquement, mais surtout en playoff, je pense que l'équipe fait confiance à 6 mecs, donc les titulaires plus, grosso modo, allez, 7 on va dire. 6 mecs plus Westbrook et Peyton Watson. Bon, vous avez vu le point commun de Watson et de Westbrook, c'est le manque de shoot. Donc on a aussi un aspect où, notamment Westbrook, il a été largement abandonné par notre ami Caruso. Caruso, en fait, il joue désormais en roamer. Hein, vous savez, le fameux rôle de roamer, de libéro défensif, de safety. On dit ça d'habitude pour un big. On met Chet Holmgren, par exemple, sur un no-shooter adverse, et puis on lui dit, vas-y, tu rôdes autour du panier, etc. Là, on fait pareil, mais avec Caruso. Voilà, on fait pareil avec un petit, mais parce que le petit, c'est pas n'importe qui, c'est un mec extraordinaire sur la defensive ball, le meilleur playmaker défensif de NBA, etc., etc. Et donc en fait, on a ce bonus défensif pour OKC d'un mec qui se balade partout dans la défense, non pas un protecteur de panier en bonus, mais un mec de ligne de passe. Donc typiquement, cette stratégie, c'est pour avoir un bonus de paint protecteur, de rim protecteur, de protection de panier. Là, on le fait pas pour le panier. On le fait pour avoir un mec qui, en fait, va partout pour ce côté horizontalité du jeu, pour ce côté prise à 2, prise à 3, coulissé, compensé. Voilà, on a un bonus tout le temps parce que Caruso est placé sur Westbrook, Caruso est placé sur Peyton Watson, Caruso est placé sur parfois Gordon ou des mecs comme ça. Plus le fait que Christian Brown ne fait pas non plus une grande série pour l'instant à 3 points, pareil pour Gordon, pareil, enfin bref, il y a un problème de spacing qui est empiré par le fait que la rotation est très serrée. Et que tu pourrais te dire, là, Peyton Watson, Westbrook nous pose problème. Allez, on fait comme OKC, on le fait pas jouer, on fait jouer des mecs à la place. Oui, mais qui? Il y a pas du tout ce luxe côté Denver. Tu peux pas te priver des 25 minutes de qualité. Ça dépend des matchs, mais des 25 minutes de Westbrook, qui est un vrai élément de playoff, qui peut jouer en playoff, alors que c'est peut-être moins le cas, même pas du tout le cas pour un Jalen Pickett ou un mec comme ça, ou pour un Saric, évidemment. Et pareil pour Watson. Mais aussi parce que t'as ce côté, t'as besoin de leur défense aussi, de Watson. Watson, t'as besoin de sa défense. Watson est peut-être un des meilleurs défenseurs de l'effectif, si ce n'est le meilleur. Donc tu peux pas non plus te permettre de dire non, mais il nous coûte trop en attaque, on le fait pas jouer. Non, non seulement t'as pas le remplaçant, l'équivalent offensif, mais en plus, même si tu l'avais, au final, ça te coûterait aussi des points en défense et tu pourrais pas aussi bien défendre en zone ou les stunts et défendre la SGA offense. Donc voilà, c'est un vrai problème. Mais on n'est pas surpris, mais on rencontre concrètement le manque de profondeur et la différence de profondeur et de shooter et de qualité entre Denver et OKC, pour moi, en tout cas. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on explique comment ce terrain est à ce point structuré et étouffant, en fait. Et donc, comme dit, match 1, on a eu le bully ball qui a émergé et qui a gagné. Je pense que depuis, on voit la patte OKC et la patte étouffante, en fait. La patte étouffante de cette défense qui va partout, qui ne respecte pas les shooters, et tant mieux parce qu'ils sont pas punis pour l'instant. Je pense qu'il pourrait y avoir un match où, allez, Denver va se mettre à shooter au volume et haute efficacité. Ils vont être à 17 sur 22, non, quand même pas, mais ils vont être à 17 sur 40, un truc comme ça. Et puis, voilà, ils vont peut-être gagner un match un peu sur ce côté 3 points. Mais en dehors de ça, je vois pas comment remettre en route Jokic, en fait. Parce que là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Lui aussi est en panne. On va aborder le pick and roll, mais par exemple, il a pas trop le pick and pop pour l'instant, et c'est un peu un problème. Mais même sur des situations un peu de 1 contre 1, moi je trouve qu'il prend des tirs de qualité pas bonne, en fait. Jokic est pas bon. Et quand il est en 1 contre 1 en tête de raquette, souvent là, il se met à prendre le face-up jumper le long de points, quoi. Long de points contesté, juste même pas trop de création d'espace, juste je tire par-dessus Hartenstein ou je tire par-dessus Jalen Williams, pardon. Bon, c'est pas un tir de qualité,
Après, on l'explique aussi parce que il y a rien autour, quoi. Il y a pas de spacing, il y a même pas de possibilité d'aller au panier. Donc ouais, c'est un peu là encore par dépit. Des 3 points par dépit de la part de Westbrook, de la part de Watson, de la part de mecs comme ça, et des 3 points un peu aussi, et des tirs un peu par dépit de Jokic, qui est pas bon, mais qui est pas bon parce qu'en fait, il peut pas faire grand chose d'autre. Donc là encore, est-ce qu'on peut avoir un Jokic game en mode shot making de folie? Lui, pour le coup, il peut nous sortir un 17 sur 23 au tir et gagner un match un peu à lui tout seul sur du pur shot making. Un peu comme SGA l'an passé, qui a failli gagner des matchs contre Dallas, alors que c'était pas des tirs de qualité, alors que le 3 points était bloqué, alors qu'il n'y avait pas le supporting cast. Le match 6, il a failli le gagner tout seul, SGA, face à Dallas, avec de efficacité n'importe quoi, il mettait tous les tirs à 2 points. Voilà, ça peut arriver. Mais j'avoue que sur la suite de la série, c'est quand même pas bon signe pour Jokic et pour Denver. Il n'y a pas de solution, en fait. Si t'as pas ce contrepoids du shoot, tu n'auras pas cette menace pour dire à OKC, bon, vous voyez, ça marche pas. Vous êtes obligé de sortir de ça. Vous pouvez plus me défendre comme ça. Donc, je vais pouvoir ensuite agir si tu changes ta défense. Non. Je pense que même si on a un match de surchauffe à 3 points, je vois mal OKC dire non, mais oulala, il faut qu'on réagisse à ça. Non, je pense pas. Donc j'ai du mal à voir ça. Après, il existe des solutions. J'espère voir un peu plus de rapidité, de transition ou de la semi-transition. C'est des situations où on a vu que Jokic pouvait un peu aller un peu plus au panier, aller un peu plus en post-up, voilà, un peu plus d'air, un peu plus d'espace quand l'attaque n'est pas en place. Je serais intrigué aussi par les pick and roll entre gros, en fait, pick and roll entre gros qui ont été quelquefois assez intéressants, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de le faire attaquer. Encore une fois, tout est pareil, mais vers des espaces un peu vacants, notamment quand il y a des pick and roll entre gros plein centre du terrain. Bon, il n'arrive pas à faire grand chose. Tout se resserre autour, un peu comme d'habitude, et puis voilà. Alors qu'il y a des fois, on a vu des pick and roll où il attaquait un peu, donc entre gros 4 et 5, Chet et Hartenstein qui sont en défense impliqués les deux, donc Gordon et Jokic. Et il attaque et il peut driver contre un Chet Holmgren. Pourquoi? Parce que Chet, qui est pas sur lui à la base, hop, il le récupère en sortie de l'écran, mais sauf qu'il n'y a pas de stunt, il n'y a pas d'aide possible parce que tout le quart de terrain a été libéré pour ça. Donc il peut progresser, aller au panier, etc. Mais voilà, je pense que j'espère un peu plus de la part d'Adelman en termes de créativité tactique, même si les options sont tout de même relativement limitées. Mais je m'attends quand même un peu à plus. Ce qui a bien marché d'ailleurs au passage match 3, que j'ai bien aimé, c'est un Jokic utilisé en poseur d'écran, en fait. Vu que de toute façon on a vu match 2, la défense étouffante dès qu'il touchait la balle, match 3 on l'a beaucoup utilisé en poseur d'écran. Et en fait, l'aspect magique de Jokic, c'est qu'il est aussi dangereux, il est tout aussi dangereux en poseur d'écran qu'avec la balle. Parce qu'il peut rouler au panier, parce qu'il peut rouler en pick and pop, parce qu'il a le passing également. Bref, il y a vraiment un aspect, pour moi, de le poseur d'écran Jokic est assez intéressant, assez menaçant, que même sa menace de poseur d'écran arrive à dicter quelle couverture défensive tu peux faire. Et ça, on le voit. Et en effet, je trouve que match 3, l'accent a été mis sur, en fait, on va pas te donner la balle, puisque dès que t'as la balle, il t'étouffe. Donc, juste, soit un poseur d'écran. Évidemment, quand Jokic était en poseur d'écran avec la balle, genre des jeux de main à main, ou alors juste poseur d'écran normal, sans la balle, tu fais pas une prise à deux sur un poseur d'écran, évidemment. Donc, c'est des situations où tu peux créer un décalage en contournant un peu cet aspect de étouffant de la défense. Voilà. Donc je pense que ça, c'est à garder en tête aussi et à reproduire cet aspect de Jokic, le poseur d'écran, parce que le profil est intéressant et peut créer des décalages et de la menace comme ça. Le problème, c'est qu'on s'en est pas rendu compte parce qu'il fait un 0 sur 10 à 3 points ce match-là, le match 3. Mais à mon avis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Regardez, le meilleur rating sur demi-terrain, c'est ce match 3. Les autres, on est à 80 points par 100 possessions sur demi-terrain. Le match 3, on est à 100 points par 100 possessions sur demi-terrain. Ce qui est un score bien meilleur et même un peu au-dessus de la moyenne. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, il faut que Jamal Murray soit en forme pour profiter des espaces. Il faut que Michael Porter aussi. C'est un peu dommage, mais pour l'instant, il est pas dans sa série, mais ce serait cool qu'il puisse l'être. Voilà. Le problème de Westbrook, c'est que quand on veut utiliser Jokic en poseur d'écran avec Westbrook, ça passe sous les écrans. Donc ça, c'est un peu dommage, forcément, parce que le pouvoir de Jokic, la menace, finalement, est annihilée parce que juste on passe sous les écrans et donc voilà. Mais ouais, ça, Jokic poseur d'écran, c'est un aspect. L'aspect aussi de le faire attaquer dans des espaces un peu plus vides, un peu plus grands, peut-être également, ça peut être un autre contre-move. Et puis aussi peut-être prier sur un Jokic game qui en termes de shot making peut mettre les tirs, même des tirs de mauvaise qualité, peut-être. Et quatrième verre à moitié plein, si vous voulez, fan de Denver, peut-être l'aspect de un jour ils vont rentrer les 3 points.
parce que certes, on n'a pas un spacing de folie, on n'a pas des shooters d'élite. Après, quand tu prends 50% de tes tirs à 3 points comme sur le match 4, t'es pas non plus obligé de shooter à 25%. Tu peux aussi te dire que dans le lot, Christian Brown il va en mettre plus, Jamal Murray il va en mettre plus, Michael Porter Jr. il va en mettre plus, même Westbrook, tu peux aussi être sur un match où il va te ressortir encore une fois un 3 sur 5 à 3 points et puis voilà, et tu vas être content. Donc ouais, voilà un peu pour l'idée. Et puis également le pick and roll, puisque ça fait aussi partie de l'équation Jokic. Je trouve ça intéressant, la manière dont défend OKC par moment. Là encore, on varie les couvertures, c'est pas toujours pareil, mais notamment il y a une couverture assez intéressante de précisément un match 4, on a vu que en poseur d'écran il est dangereux. Que faisait OKC? En fait, le défenseur du poseur d'écran, donc Hartenstein, sur le pick and roll, Jamal Murray, Nikola Jokic, Hartenstein restait accroché à notre ami Jokic. Et en fait, qui est-ce qui allait couvrir Jamal Murray? C'était une rotation en deuxième rideau. Voilà, ça c'est un truc qu'on a vu, je ne sais pas si vous en souvenez, on l'avait vu l'an passé face à Minnesota, les Wolves défendaient également comme ça. Les Wolves, le pick and roll Jamal Murray, Nikola Jokic, le mec du poseur d'écran ne montait pas sur Jamal Murray, ne contenait pas Jokic en restant bas. Non, il restait accroché à Jokic, il laissait faire. Voilà, Jamal Murray, tu prends ton écran, t'as un temps d'avance sur le défenseur qui est dans l'écran, d'accord, tu déboules dans la raquette, ok. Et en fait, t'étais réceptionné par un troisième mec derrière. Donc c'était Anthony Edwards, c'était Rudy Gobert quand il était derrière, c'était Jaden McDaniels, etc., etc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un truc un peu marquant de, je dirais, match 3-4, je crois, ou alors le début de série peut-être, je sais plus. Mais un peu cette technique de, non, le poseur d'écran est tellement dangereux que le défenseur du poseur d'écran, tu fais pas, comme d'habitude, tu fais pas un switch, tu fais pas un drop, tu fais pas un edge, non, tu restes sur le poseur d'écran, tu restes sur lui, et t'inquiète pas, on va s'occuper du drive d'une autre manière. Voilà, on va s'occuper, on va le réceptionner autrement sous le panier par un troisième mec. Voilà, c'est un peu atypique, mais ça marche, ça peut marcher. Ça permet de bloquer un peu le poseur d'écran dangereux qu'est Jokic. Ce que je trouve dommage, c'est que pour l'instant le pick and pop ne rentre pas chez Jokic, et ce qui fait que je trouve qu'on n'a pas cet aspect où je trouve qu'il roule un peu trop au panier, et plus qu'au panier, il roule dans la mi-distance où il n'y a pas beaucoup d'espace. Je trouve ça un peu dommage qu'il roule pas autant qu'il pourrait sur un pick and pop, en fait. Plutôt que rouler au panier, hop, s'écarter au pick and pop, et ce qui forcera un peu la défense à faire un choix de soit t'amènes un troisième homme dans l'action pour couvrir le pick and pop, soit tu forces à switcher. Donc quelqu'un prend Jamal Murray, le gros prend Jamal Murray, mais hop, le petit est obligé de revenir et de rester sur le pick and pop pour empêcher le pick and pop, mais donc ça crée un mismatch, etc., etc. Je trouve que ça pourrait être fait, un peu mieux fait, mais comme dit, pour l'instant il n'est pas en confiance sur le pick and pop, donc ça s'explique peut-être aussi comme ça. Et puis quoi d'autre également? Non, pour l'instant les schémas de la passe par dessus pour Jokic qui peut lire la défense en short roll, on n'a pas trop ça, évidemment, mais parce que le terrain est bien structuré de la part d'OKC, donc voilà. Au final, notre ami Jokic est quand même bien muselé. Mais voilà, je trouve donc que Jamal Murray fait une plutôt bonne série pour l'instant. C'est même assez encourageant. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'il y aura besoin un peu de lui pour mettre les pull-ups à 3 points quand ça passe sous l'écran, pour voilà ce genre de choses. Donc ouais. Et puis non, l'autre aspect, on pouvait s'y attendre, mais OKC gagne les minutes sans Jokic. Voilà, ça c'est un peu classique, c'est un peu évident. J'avais bien aimé le match 1, je crois que c'est match 1 ou match 2, je crois que c'est match 1, où on avait des minutes où en fait c'était pas Jamal Murray qui était le porteur de balle, qui était l'initiateur de la seconde unit, c'est pas Jamal Murray, c'était Westbrook. Et en fait c'était même pas un porteur de balle classique, c'était on envoie Westbrook au poste bas, voilà, au poste bas, mais pas pour scorer, mais pour être un passeur, et on fait plein de cuts autour. Et ça avait plutôt marché, on a eu 3, 4, 5 possessions d'affilée, donc match 1 je crois, où ça a pas mal marché, cut de Michael Porter Jr., ensuite cut de Intel, puis pick and pop à 3 points, etc. Donc ça c'était cool, et ça permet un peu de contourner Jamal Murray sans Jokic, donc sans un bon poseur d'écran qui a une menace de scoreur en tant que poseur d'écran, il se fait rapidement étouffer par des bonnes défenses. C'était arrivé contre les Wolves, ça a pu être arrivé contre les Clippers, ça arrive assez régulièrement en playoff. Là, voilà, on essaie de contourner le problème comme ça, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas été répété tant que ça de fois, et je trouve que pour l'instant, OKC gagne également ses minutes de sans Jokic. Donc là encore, on en arrive à la question de que faire sans Jokic. Est-ce qu'on va faire jouer Jokic 48 minutes ou pas loin? Est-ce qu'on peut arriver à sauver les meubles ou pas? Voilà, c'est un peu la question. Et puis l'autre question pour moi, c'est un peu toujours la même, c'est qui va-t-on faire jouer?
Est-ce qu'on va rester comme ça, ou est-ce que un Julian Strawther va pouvoir un peu revenir sur le terrain, ou un Jalen Pickett, d'autant plus que là où je suis un peu déçu, c'est que match 4, et peut-être ça va se continuer, on a vu que c'était de la zone. On a vu qu'on était en zone défensive. Donc, bon, moi je veux bien hein, ce côté. Bon, notre ami Strawther, il est un peu fin, donc il peut se faire cibler on-ball, même si c'est un bon défenseur off-ball, pardon, qui est assez académique, qui est toujours en bonne position, bien focus, etc. C'est pas du tout un point mort off-ball, hein, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il est un peu fin, il est pas si grand que ça, donc un ailier peut aller le cibler et le punir, d'accord. Mais dans une zone, t'es un peu plus protégé. Donc j'avoue que je suis un peu déçu de pas avoir vu plus de Strawther dans cette zone-là. Mais bon, c'est un peu le choix qui est fait pour l'instant de la part de Edelman et de Denver de faire le choix plutôt défensif, on va dire, de Westbrook, de Peyton Watson, etc. Mais voilà, voilà à peu près pour cette série-là. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà fait beaucoup trop long, encore une fois. Donc voilà, pour l'instant, on va le résumer. Pour l'instant, OKC gère parfaitement le problème Jokic. Ils arrivent à contenir le post-up, le post-haut, l'isolation périmètre et également le pick and roll plutôt très bien. Et contrairement au match 1, Denver n'arrive pas à gratter des points à la marge. Et c'est un point clé, c'est que pour compenser cette excellentissime défense d'OKC sur demi-terrain, Denver est censé aller chercher des points ailleurs, mais pour l'instant, il n'y arrive pas parce que OKC est également excellent de ce côté-là du terrain et sur ces domaines-là du terrain en particulier. Voilà pour un résumé un peu grossier de ce qui se passe sur cette série qui est actuellement à 2 partout entre Denver et OKC. Rendez-vous dans quelques matchs pour reparler de ces matchs et faire un bilan de cette série fantastique. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce petit bilan tactique, encore une fois beaucoup trop long, beaucoup trop long. Si ça vous intéresse, on essaie de faire des quotidiennes match après match entre midi et 2, entre midi et 13h sur Twitch pour avoir un peu le suivi un peu au quotidien. Voilà, je sais que le timing est un peu serré sur les demi-finales de conférence parce qu'il y a des matchs tous les 2 jours, donc là le temps de sortir ça, j'ai malheureusement pas pu le sortir dès le jour du match 4, donc je le sors le lendemain. On est peut-être même le match 5 là qui arrive dans quelques heures, peut-être même que vous avez déjà vu le match 5 et vous écoutez ça, mais je pense que ça reste un peu d'actualité mine de rien. Donc voilà pour cette série magnifique, voilà pour ce qu'on pouvait en dire. Série incroyable parce que j'ai pas vu beaucoup d'adversaires arriver à gêner Jokic comme ça. Même l'an passé, même les Wolves l'an passé, ils se sont pris un match 5 de Nikola Jokic qui était fabuleux, le match Jokic contre Gobert là, en 1 contre 1 qui était génial. Donc ouais, c'est assez étonnant. Bref, on verra ça pour la suite et donc on se retrouve bientôt. Je ne sais pas pourquoi, mais on se retrouve bientôt évidemment dans cette période de playoff. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien et pour vos commentaires YouTube, like, etc. Pour vos commentaires iTunes aussi. N'hésitez pas si vous avez envie d'en laisser un. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.